Bonsoir à tous. Au nom de Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue à ces rencontres des savoir-faire qui reprennent après une légère pause printanière. Donc aujourd'hui, je suis particulièrement ravi d'accueillir des intervenants pour présenter une autre forme d'innovation. C'est vrai, quand on parle métier d'art, on pense souvent innovation matérielle, Romain, innovation matérielle, innovation des pratiques, des process et autres, mais on ne pense pas toujours à l'innovation sociale. Et on est attaché au Mobilier National, aux manufactures nationales, d'aussi penser cette dimension-là, comment repenser le lien humain, comment repenser le collectif, qui n'est pas nécessairement une tradition très française de penser collectif. Donc ce soir, c'est une manière de montrer des exemples de choses qui avancent, qui sont particulièrement enrichissantes, particulièrement riches d'enseignements. Alors deux cas très différents. Le premier cas porté par Vincent Materon et Monique Mahona. Vincent Materon, monsieur le maire, merci d'être parmi nous. Je dis bien monsieur le maire parce que c'est pas assez souvent que des politiques portent les projets métiers d'art design, et c'est pour ça que c'est très important d'abord de les porter, en plus de venir les présenter. C'est vraiment merci beaucoup. Et Monique Mahona qui porte là la Cité du Fer qui vient d'être créée en 2022. Monique Mahona qui a un double cursus de praticienne des métiers d'art, plutôt sur la bijouterie, mais aussi une pratique de chercheuse autour de la réflexion, autour notamment de la bijouterie. Donc voilà, je vous laisse le terrain de chasse, si vous voulez bien, pour présenter la Cité du Fer de Nancy, ou près de Nancy, pour montrer un petit peu ce que c'est que l'innovation sociale aujourd'hui. Merci à vous, Marc, et permettez-moi de vous saluer les uns et les autres, vous dire tout le plaisir qui est le nôtre de partager avec vous l'expérience de la Cité du Fer, qui se veut un tiers-lieu de production, une manufacture de proximité originale, puisque nous y avons de manière originale associé deux piliers à cette manufacture de proximité, à la fois une recyclerie créative, la Belle Idée, et puis un pôle métier d'art. Peut-être pour expliquer la genèse et le pourquoi aussi de la présence finalement de la commune que je représente, Jarville-la-Malgrange, en tant qu'élu local, tout simplement parce que lorsque j'ai pris mes responsabilités en étant élu en juillet 2020, j'ai parcouru, comme tous les élus, mon territoire. Et sur ce territoire, il y avait un bâtiment industriel qui appartenait depuis quelques années à la ville, mais qui était complètement désaffecté. Un bâtiment de 5000 m² sur un terrain de 10 000 m² et un potentiel extraordinaire. Et dès que je suis rentré dans ce lieu, j'ai compris qu'il y avait un enjeu important de pouvoir lui donner une nouvelle vie. Alors, pour la petite anecdote, je le rappelle de manière régulière, parce que ça me fait plaisir en tant que maire, c'est dans ce bâtiment qu'a été abrité l'entreprise qui a été chargée de l'électrification de la ville de Nancy. Et j'ai par habitude désormais de dire que c'est à Jarville-la-Malgrange qu'on prend la lumière. Et donc, le travail que nous avons mené autour de la Cité du Fer, c'est une histoire de rencontre. Rencontre, bien évidemment, que j'ai eu à avoir avec de jeunes artisans d'art qui étaient sur une problématique de s'implanter en cœur urbain, en pleine métropole, avec les enjeux qui les traversaient au sortir du confinement, c'est-à-dire, une fois leur formation finalement en poche, la nécessité de se constituer un patrimoine bien évidemment de parcs machines, pour pouvoir en même temps que se constituer un patrimoine lié à leur signature, et bien trouver des locaux, mais avec des coûts qui apparaissent très rapidement comme étant intenables quand vous n'êtes plus dans le modèle hérité auparavant, qui était celui où vous deveniez artisan d'art dans la même tradition que vos parents et que vous héritiez donc du patrimoine constitué de vos parents. Et puis avec des enjeux aussi nouveaux, il faut se le rappeler, en 2020, il y avait la philosophie pour beaucoup d'actifs, de jeunes actifs, mais aussi de ceux qui étaient en exercice professionnel depuis plusieurs années, eh bien de changer radicalement de métier et de redécouvrir le sens du faire, F-A-I-R-E, qui constitue d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a appelé ce lieu la Cité du Fer. Mais ce n'était pas seulement ça là, la rencontre, c'était la rencontre aussi de ma ville avec son histoire et son avenir. Jarville-la-Malgrange est une ville industrielle qui a compté jusqu'à 12 500 habitants et dont plus d'un tiers de l'emploi était industriel. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus de traces, à part quelques bâtiments industriels qui demeurent, dont celui-ci.
Et l'enjeu pour moi, avec un territoire qui est marqué par un quartier politique de la ville, par des difficultés socio-économiques très fortes, est de se dire il faut aussi réinvestir dans l'emploi local, avec les mêmes préoccupations qui traversaient tout le monde à ce moment-là. C'était produire autrement, consommer autrement, puis innover peut-être autrement. Et puis enfin, j'aime à le dire aussi, c'est la rencontre finalement qui est propre à un objet d'art. Moi, je dis toujours un objet d'art ou un objet d'artisanat d'art, ce qui intéresse celui qui le regarde, celui qui en fait l'acquisition au-delà des émotions qu'on peut ressentir. C'est l'histoire finalement de celui qui l'a façonné, de la main qui l'a travaillé. C'est l'histoire des outils, des techniques, des savoir-faire qui ont été mis en place. Et on a tous quelque part chez nous hérité d'un objet, d'un meuble, de nos grands-parents. Et on aime que cette histoire traverse nos générations, nos familles, pour pouvoir effectivement le reconnaître comme élément d'identité. À cela est née l'idée de construire une véritable stratégie de territoire. Et c'est comme ça qu'a été imaginée la Cité du Fer, avec 5 objectifs forts qui vous sont projetés sous les yeux. Réinscrire les activités de production et de réemploi au cœur d'une métropole et en particulier au cœur de ma commune. Favoriser le développement entrepreneurial des résidents ou des futurs résidents. C'est comment on aide effectivement l'esprit d'entreprendre à insuffler et aussi à pouvoir se mettre en œuvre. Réinterroger les modes de production et de commercialisation ainsi que leur réseau, on y reviendra. Transformer les modes de production et de création et rendre visibles les activités du fer au grand public parce qu'il y avait un enjeu aussi à désinvisibiliser les métiers d'art parce que malheureusement ils sont encore trop invisibles. Et donc le pari que nous avons fait, c'était avec les élus qui m'entourent, le conseil municipal, de dire que la collectivité avait un rôle majeur à jouer dans le développement du projet et c'est pour ça que la collectivité est un des acteurs fondateur de la Cité du Fer et elle y prend une pleine part aujourd'hui puisque c'est la mise à disposition de locaux, c'est une réflexion aussi sur son évolution et c'est bien évidemment la participation à la structuration juridique, d'abord l'association de préfiguration de la Cité du Fer et l'accompagnement aujourd'hui des acteurs et des résidents. Mais je vais laisser Monique Manoa qui est une des chevilles ouvrières du projet que nous avons recruté pour travailler au développement du projet de la Cité du Fer. Elle va rentrer plus précisément dans le cœur du projet pour vous le détailler, vous l'expliquer. Et après, je reviendrai pour vous détailler les enjeux auxquels nous travaillons aujourd'hui. Merci. Bonsoir. Alors du coup, je vais reprendre les 5 grands axes et vous dire un peu à quoi ça ressemble. Donc, pour nous, l'important, ça a été vraiment d'écrire un projet et aujourd'hui de le dérouler et de le développer avec des petites évolutions qui sont que, entre autres, aujourd'hui, on ne travaille pas uniquement pour les résidents de la Cité du Fer, mais bien pour l'ensemble des artisans d'art qui le souhaitent d'implanter sur la métropole du Grand Nancy. Ça, c'est ce qui nous a semblé évident. Donc, le premier, c'était réinscrire les activités de production et de réemploi au cœur du territoire métropolitain. Donc, pour nous, aujourd'hui, ça se traduit par mettre à disposition des professionnels des espaces de travail, individuels ou collectifs, mais aussi investir dans des plateformes techniques de production. Je vous en reparle un petit peu après. Favoriser tout ce qui va être démarche collaborative. Honnêtement, avec des artisans d'art, on n'a pas grand-chose à faire, ça se fait tout seul. Dès qu'il y a 2 ateliers côte à côte, on va très très vite déborder dans l'atelier de l'autre. Mais aussi bien travailler sur les logiques de partage, transmission, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a quasiment 2 stagiaires par jour, parce que ça aussi, c'est une logique en fait. Être également un lieu d'accueil et de solidarité. Et par exemple, on a accompagné l'intégration d'un réfugié d'origine iranienne, sculpteur sur bois, qui, après un passage très court chez nous, a trouvé un emploi très très bien rémunéré dans les Vosges, dans une entreprise qui ne trouvait plus ce savoir-faire. Être aussi un espace de tremplin, donc se dire que quand un jeune sort d'une formation diplômante, il faut absolument qu'on réussisse à l'accompagner et du coup porter une dynamique de formation permanente. Le deuxième, c'était favoriser le développement entrepreneurial. Donc là, ça veut dire créer des modules de formation, d'accompagnement thématique, de suivi
individualisé. Et dans l'idée, la Cité du Fer n'a jamais voulu faire les choses à la place de ceux qui savent très bien le faire. On ne va pas réinventer des choses qui, par ailleurs, existent. Donc, c'est plutôt accueillir les personnes qui savent très bien faire ce travail-là, leur fournir des locaux et qu'ils puissent développer leur travail. Mais c'est aussi commencer à réfléchir sur un pôle mutualisé autour des outils de communication, voire implanter des entreprises dont le métier est de communiquer, en se disant que du coup, ils se spécialiseront dans les métiers d'art et donc ils deviendront bien plus pertinents. Voilà. Et puis, penser à soutenir les professionnels dans les démarches de recherche et de création. On oublie souvent que la production, finalement, c'est qu'une toute petite partie du travail et qu'avant de se lancer dans des nouvelles lignes d'objets, il y a un énorme travail de recherche qui est rarement pris en compte. Le troisième axe pour nous, c'est réinterroger les modes de production, de commercialisation et leur réseau. Donc aujourd'hui, on est en train de développer une agence de développement économique. Tout à l'heure, je vous en parlerai de manière un peu plus détaillée. Créer des modules de formation professionnalisante sur des savoir-faire qui ne sont plus enseignés aujourd'hui, par exemple. Mais c'est aussi travailler avec les prescripteurs, favoriser la commande publique, mais ça, monsieur le maire vous en parlera. Et on porte aujourd'hui l'idée de, pourquoi pas, dans un autre lieu, avoir un espace de commercialisation. On a oublié de vous dire, mais c'est très important qu'on est fermé au public et que c'est une volonté. Puisque au départ, les gens disaient « Ah, super, des artisans d'art, on va venir voir, c'est tellement beau ce qu'ils font. » Sauf qu'en fait, c'est leur lieu de travail et que moi, j'ai pas envie qu'on visite mon bureau, ça m'embêterait beaucoup. Donc, on s'est dit qu'on devait leur apporter le même respect. Voilà. La quatrième de nos axes, c'est réfléchir et transformer les modes de production et de création. Et du coup, c'est comment aujourd'hui on est sur des métiers anciens et on les tourne vers l'avenir. Et comment aussi on essaye de relever des enjeux environnementaux et sociaux. Et du coup, pour nous, c'était repenser la sphère productive, donc mutualiser les plateformes techniques. On commence à réfléchir aussi sur le sourcing des matériaux, mais avoir une recyclerie implantée, ça aide aussi à penser. Mais on pense aussi groupement d'employeurs. Il y a beaucoup de choses. On promeut beaucoup le statut, par exemple, de coopérative d'activité et d'emploi. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça correspond. L'idée, c'est que vous allez devenir salarié de votre propre activité. Donc nous, on travaille très près avec une coopérative spécialisée dans les métiers de la culture. Et puis, en ce moment, on travaille à faire émerger un Art Tech Lab. Mais ça aussi, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et puis, le dernier, c'était rendre visibles les activités du fer au grand public. Alors, pour nous, évidemment, on est devenu un lieu totem sur la région Grand Est, au moins. Je pense même maintenant à l'échelle un peu nationale, puisque simplement le fait de rassembler aujourd'hui 22 entreprises, à terme entre 50 et 60, ça crée un point très visible et surtout le plus de métiers possibles et le plus de modèles économiques possibles. Donc on a tous les statuts de coopérative d'activité et d'emploi, maison des artistes, en passant par SARL, entreprise individuelle, voilà. Mais aussi tous les modes de commercialisation. On en a qui ne font que de la pièce pour le grand public, en pièce unique, certains qui ne font que de la prestation pour les professionnels. Et pour nous, c'était important de montrer cette diversité qui est la réalité des métiers d'art aujourd'hui, où souvent, on a un peu une image simpliste qui est un artisan d'art fait des pièces et les vend. Alors que c'est finalement la plus petite partie du travail. Donc aujourd'hui, alors on a un beau petit schéma de comment ça fonctionne, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc le premier pôle qui s'est implanté, c'est la recyclerie créative, qui est gérée par une association qui s'appelle la BEN-ID. Ils sont chantiers d'insertion, ils pèsent entre 17 et 20 ETP selon les périodes. Il y a 3 encadrants techniques, un demi-poste d'accompagnement social et en moyenne entre 14 et 17 salariés en insertion. Ils se sont installés dans les locaux depuis 2022. Donc là aussi, on ne vous l'a pas dit, mais quand on s'est installé dans les locaux, il n'y avait pas l'eau et pas l'électricité. L'eau et l'électricité sont arrivés en mai, respectivement en mai et juin 2023. Donc eux, c'est les
warriors de l'histoire. Ils ont un type d'activité classique de recyclerie, une collecte, une revente, remise en état, nettoyage, revente à prix solidaire. Mais ils travaillent aussi beaucoup sur du relooking. Et ça, c'est très important dans les parcours d'insertion, puisqu'en fait, c'est des salariés qui, à un moment, vont se faire confiance, oser s'affronter à un meuble, le transformer esthétiquement et le voir être vendu. Et puis, de plus en plus, ils développent une activité de réemploi. Donc, en fait, désosser des meubles et repartir de la matière première pour créer des choses. Ils travaillent beaucoup en aménagement et beaucoup sur de la commande publique. Et l'année dernière, ils ont fait breveter un matériau. Là, on est vraiment dans la dynamique recyclage à partir des gisements de production industrielle cuir et textile des Vosges. Ils font des plaques pour la construction qui sont isolantes phoniques et thermiques. Ça va donner lieu à la création d'une entreprise cette année-là et qui ne sera pas installée sur la Cité du Fer. Donc on est aussi en train d'essaimer. Ça montre que le modèle marche et normalement qui devrait créer 5 ETP d'emblée. Le pôle métier d'art, lui, c'est aujourd'hui 22 entreprises résidentes, 12 espaces de travail, donc certains individuels, d'autres collectifs, c'est de 1 à 4 occupants, 19 métiers représentés, 5 plateaux techniques sur lesquels on a investi, donc bois, métal, céramique, matériaux souples et bijouterie, mais aussi des équipements mutualisés qui sont multimatériaux, du type Massico, voilà. Les premières installations, c'était en septembre 2023, ils étaient 17. 2 mois plus tard, ils étaient 19, et voilà. Et des demandes qui nous arrivent quasiment une fois par semaine. Donc aujourd'hui, on ne peut pas recevoir les gens. Et ce que je vous disais tout à l'heure, une représentation assez parfaite de ce qu'est la diversité des métiers d'art aujourd'hui. Par exemple, 50% des professionnels sont issus d'une reconversion. Et puis on a un troisième pôle qui est très très important pour nous, qu'on appelle le pôle partenarial, qui va nous permettre d'accueillir maintenant au moins 2 fois par semaine des cours de l'École nationale supérieure d'architecture. Beaucoup en stratoconstruction bois, mais pas que. Ils font beaucoup, en fait, les ateliers qui se passent chez nous sont beaucoup autour du matériau de réemploi. Mais aussi des résidences temporaires, un plasticien qui vient pour 1 ou 2 mois parce qu'il va travailler en collaboration avec un de nos résidents, etc. Et puis on travaille de plus en plus avec le rectorat d'académie qui utilise nos locaux pour dispenser des formations aux enseignants arts appliqués, arts plastiques ou aux enseignants des lycées professionnels parce qu'ils disent que comme ça, ils ont un pied dans le réel du métier. Et c'est pour nous, vraiment, cette conjugaison des 3 pôles qui est très importante. Bien évidemment, on a un petit pôle de gestion avec un conseil d'administration associatif et puis une équipe, mais l'équipe est toute petite puisqu'on est 2 plus un apprenti et on recrute à partir de lundi la 3e personne de l'équipe. Donc, ça, c'est notre base d'activité. En compta analytique, on appelle ça notre activité d'hébergeur. Et puis après, on a une activité de prestataire. Donc, on a développé des programmes. Un programme enfance-jeunesse qui porte des activités du type découverte des métiers d'art en centre de loisirs, école ouverte, bien sûr des actions Pass Culture. Et là, on est en train d'envisager de collaborer avec de grosses structures comme l'Outil en main ou le programme Manufacto qui est développé par la Fondation Hermès. On a un deuxième programme qui est très important pour nous qui s'appelle Définov. Donc ça, c'est un appel à manifestation d'intérêt d'État qui a été délégué aux régions et qui visait à développer de la formation en tiers-lieu, en consortium entre un organisme de formation et un tiers-lieu. Et du coup, nous, on a candidaté sur un programme autour des métiers d'art avec 2 axes. Faciliter l'accès à la formation, parce que du coup on l'a fait connaître. Donc là on met en place plein d'actions de sensibilisation du grand public, de réunions d'information sur les dispositifs de formation, des formations professionnelles pour les artisans d'art. On collabore à des incubateurs. Voilà, on a tout un énorme programme, c'est
pratiquement une action par semaine. Et en parallèle, on a développé aussi de l'accompagnement des structures de formation par l'accueil de PMSMP, période de mise en situation professionnelle. Par exemple, avant un départ en formation, la région Grand Est, chaque année depuis longtemps, prend en charge 40 formations de reconversion vers les métiers d'art. Et à partir de la rentrée prochaine, 83. Donc c'est un choix politique très très fort. Et souvent, il y a besoin de tester les gens en fait sur les métiers avant qu'ils partent sur 2 années de formation rémunérée. Donc nous, on organise les PMSMP, on fait de l'accompagnement de stagiaires durant leur parcours de formation. On est en train de travailler sur l'accès aux nouvelles technologies ou technologies émergentes, parce que nouvelles technologies, c'est un peu réducteur maintenant. On crée des modules de formation spécifiques. On est en train de travailler sur une idée de formation de médiateur spécialisé métiers d'art, mais aussi sur des petits modules de transmission sur des métiers rares ou des savoir-faire très pointus. Voilà. Et puis, ce qui commence lundi, c'est la mise en place d'une agence de développement économique. Donc là, pour nous, l'idée, c'était vraiment de vendre les métiers d'art avec 2 axes prioritaires qui sont développer une culture de la commande à des artisans d'art et beaucoup la commande publique, mais là je laisserai Monsieur le maire vous en parler, et puis développer des offres ciblées pour les donneurs d'ordre. Je vous laisse parler de la commande publique. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'avec la Cité du Fer, on ne souhaitait pas avoir une boîte sur le territoire, mais bien avoir un écosystème autour des métiers d'art. Et donc, au-delà de la question de la formation des lieux de production, des enjeux de commercialisation, il y a aussi comment on fait en sorte d'être apporteur d'affaires pour les artisans d'art qui s'adresseraient à la Cité du Fer, et comment finalement la Cité du Fer peut être aussi un acteur ressource pour des donneurs d'ordre qui sont en recherche d'artisans d'art. Et il est apparu comme une évidence pour nous aussi qu'il y a un rôle à travers la commande publique. Vous le savez, la commande publique représente un investissement majeur dans le PIB, parce que c'est 70% de l'investissement public en France qui est réalisé par les collectivités territoriales ou leur établissement public de coopération intercommunale. Bien évidemment, soumis à un certain nombre de règles qu'on entend bien sûr respecter, mais la commande publique a quelque chose de particulier, c'est que lorsqu'il s'agit de soutenir des acteurs comme les artisans d'art, vous pouvez imaginer 2 axes d'intervention de la commande publique. Soit vous avez la volonté de travailler avec un artisan d'art connu, reconnu, et c'est la signature qui est la sienne qui vous intéresse, et vous passez ce qu'on appelle la commande d'exception, la réalisation de mobilier par exemple pour un salon des mariages, pour le bureau du maire. Et puis il y a aussi l'autre versant qui est finalement, plutôt que de passer par les centrales d'achat classiques que nous connaissons, c'est de s'adresser sous forme d'appel à projet aux artisans d'art qui peuvent aussi se constituer en consortium pour répondre à votre commande publique. Et on a des exemples précis que nous avons utilisés et mis en œuvre à Gerville-la-Malgrange. Aujourd'hui, la commune offre à chaque couple qui fait le choix de se marier dans la commune un objet qui a été fabriqué par des artisans d'art ou un artisan d'art qui a été sélectionné au terme d'un projet lancé sous forme d'appel à projet, sous forme d'un jury, etc. On garantit à la fois à l'artisan d'art l'achat d'un nombre d'objets. On lui garantit bien évidemment de fait sa rémunération, et lui en contrepartie travaille à un objet personnalisé qui est aussi finalement la signature de la ville. Et lorsqu'on a lancé ce premier appel à projet, on s'est aperçu qu'il y a eu plusieurs réponses d'artisans d'art, toute la France, et on s'est dit il faut qu'on aille plus loin. Donc on est allé plus loin aussi pour maintenant ceux qui font le choix de pouvoir recourir au baptême républicain, le parrainage civil. Donc c'est la même chose, on offre aussi un objet qui est fabriqué par artisans d'art. Et là, dans pas très longtemps, nous allons lancer aussi un projet. Il se trouve que sur ma commune, nous avons tout un quartier qui porte des noms de métiers d'art. Hasard, mais peut-être que c'est aussi cette fameuse rencontre entre le passé, l'histoire, le destin. Et nous avons fait le choix que toutes les plaques de rue soient retravaillées
est confié à la Cité du Fer de pouvoir travailler à l'appel à projet pour associer des artisans d'art qui vont venir, non pas forcément reconstruire la plaque de rue telle que vous la connaissez, mais imaginer comment l'espace public peut prendre une identité visuelle. On peut imaginer l'usage de céramique, on peut imaginer le travail qui peut être fait sur les façades des bâtiments, et tout ça par le concours des artisans d'art. Il en est de même, par exemple, aussi sur la vaisselle de réception de la collectivité, où on souhaite, là encore, faire travailler les artisans d'art. La commande publique, je l'ai dit tout à l'heure, représente un point important dans le PIB. Mais on ne soupçonne pas non plus ce que représentent les métiers d'art dans le PIB. Et c'est donc tout l'enjeu d'avoir un écosystème à la fois de production, mais aussi de commercialisation que nous voulons travailler. Et donc, de fil en aiguille, sont venues d'autres idées qui se sont greffées à la Cité du Fer, notamment qu'elles soient apporteurs d'affaires pour les artisans d'art, hébergés ou non d'ailleurs par celle-ci. Monique vous parlera, si on en a le temps, d'un appel à projet pour construire, fabriquer des meubles ecclésiastiques, liturgiques, auxquels les artisans d'art ont pu répondre à travers l'appel à projet qui a été constitué. Mais il y a d'autres exemples qui sont aussi possibles et que nous souhaitons bien évidemment pouvoir utiliser, parce que l'enjeu derrière, c'est de drainer, j'allais dire, autant la capacité à produire des richesses, à créer ces richesses, qu'à les voir aussi circuler sur le territoire. Et c'est en cela que je porte une attention particulière au projet découverte des métiers d'art en centre de loisirs. J'ai la volonté farouche, j'essaye d'y arriver, de faire en sorte qu'on puisse avoir aussi des établissements scolaires qui puissent permettre de découvrir les métiers du fer et les métiers des artisanats d'art. C'est pas de reproduire l'apprentissage, j'en suis pas, c'est pas ma logique. Ma logique, c'est de désinvisibiliser totalement ces métiers. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai parcouru mon territoire en étant maire, je ne vous l'ai pas dit, il y a une autre belle maison sur le territoire de Jarville qui s'appelle les Compagnons du Devoir. Et quand j'ai rencontré le prévôt de la formation, il me disait que ça fait plus de 10 ans qu'il n'avait pas vu un jeune Jarvillois dans ses rangs. Je me suis dit, comment on peut avoir une belle maison comme ça sur son territoire et imaginer que des jeunes du territoire n'intègrent pas les Compagnons du Devoir, alors que quelques années plus tard, le drame de Notre-Dame de Paris a fait qu'on a eu besoin de former des charpentiers. Les Compagnons du Devoir en ont formé plusieurs, qui ont été recrutés après par la société Le Bras Frères, qui a travaillé bien évidemment à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. C'est une fierté d'avoir ces maisons d'excellence, et ça serait encore plus une fierté de permettre à des jeunes d'intégrer cela, parce que c'est plus facile pour eux aujourd'hui de regarder les réseaux sociaux et d'imaginer qu'influenceur c'est un métier, et qu'artisanat d'art, on ne sait pas ce que c'est. Or, ce sont aussi de très beaux métiers. Et du coup, cet engagement de la collectivité permet aussi qu'il y ait une courroie d'entraînement pour la commande privée, en fait. Y compris parce qu'on a des exemples de ce qui peut être fait. Alors, oui, on vous parlait de l'appel à projet sur une... en fait, c'était une chapelle qui était en cours de restauration. Il y a eu un appel à candidature pour fabriquer l'ambon, l'autel et le tabernacle. Et pour nous, ça a été la première fois qu'en fait, un collectif de nos résidents, ils étaient 6 à répondre, a décidé de travailler ensemble. Ils n'ont pas été retenus. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on a un très bon dossier qui montre toutes les étapes. En fait, on a documenté au fur et à mesure. Et quand on va voir un potentiel donneur d'ordre, on lui dit, voilà, faites appel à des artisans d'art et voilà ce qu'ils seront capables de sortir. Ce qui fait qu'à posteriori, on a des gens qui disent « Ah mon Dieu, je viens de faire refaire un hall d'entrée de musée, j'ai pas une minute imaginé qu'on pouvait faire appel à des artisans d'art. » Mais voilà, on a beaucoup de travail d'acculturation à faire. Pour vous donner une idée, en 2022, les partenaires locaux disaient quoi 50 artisans d'art un jour dans ce lieu, mais il n'y a pas autant d'artisans d'art sur la métropole. Monsieur le maire passait un peu pour un doux rêveur. Quelques mois plus tard, ils étaient déjà 17 et les gens qui venaient nous voir nous disaient « Mais ils étaient où ?» En fait, ils étaient là, mais vous ne le saviez pas, mais ils étaient là. Et aujourd'hui, le travail a déjà été fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus à convaincre localement. C'est déjà un énorme pas. Mais voilà. Et après, oui, on est du coup dans tout un écosystème qui est très important pour nous, puisqu'en fait, l'idée, c'est cette mouvance permanente, c'est les allers-retours entre les résidents, leurs attentes, leurs freins,
les partenaires, les coopérations qu'on met en place. Pour nous, cette coopération, elle est fondamentale parce que c'est ce qui fabrique l'avenir, en fait, pour nous tous. Effectivement, ce n'est pas forcément une logique française. C'est plus une logique anglo-saxonne. Et je vais redonner la parole à Monsieur le maire sur nos enjeux. Très rapidement, peut-être pour tenir les délais, on a plusieurs enjeux qui sont en cours. D'abord, c'est au-delà de l'expérimentation et du droit à l'expérimentation que nous avons revendiqué avec tous les partenaires, et bien évidemment le premier d'entre eux, l'État quand même, qui nous a accompagnés en tant que manufacture de proximité. Et là aussi, sur la perspective de pôle territorial des industries créatives et culturelles, où nous avons engagé un travail majeur avec d'autres acteurs sur le territoire. Les perspectives sont de venir permettre au site de grandir pour à terme accueillir la Bénidée dans des locaux plus importants, mais aussi avoir ces espaces de commercialisation, jusqu'à 60 artisans d'art autour des différents pôle machine ou parc machine qu'a évoqué à l'instant Monique, et puis le Farb Tech Lag, ainsi que le travail qui est mené avec d'autres acteurs. On a été accompagné pour cela par la Banque des Territoires et puis la région Grand Est qui nous ont permis de financer des études de programmation, mais aussi des études sur la faisabilité du modèle économique, parce que, entendons-nous bien, tout élu que je suis, je n'entends pas est-ce que ce site ne vive que des subventions publiques et de la commande publique. Il doit, comme tout modèle économique, pouvoir vivre aussi de sa capacité, j'allais dire, à créer à la fois la demande qui est la sienne lorsqu'il se constitue en offre. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à aller dans un modèle encore un peu plus innovant, puisqu'on va dissocier le lieu de l'exploitation du lieu. Il va donc y avoir d'un côté une foncière qui va permettre effectivement les investissements importants pour que le bâtiment évolue et s'adapte à ce à quoi on veut le destiner. Et puis il y a l'association Cité du Fer qui, elle, va continuer à évoluer pour pouvoir être la forme juridique de l'exploitation finalement du lieu. Donc on a à la fois le sujet de la constitution de cette foncière et des partenaires à mettre autour de la table, des investisseurs qui peuvent être aussi des investisseurs privés, que ce soit sous la forme de mécénat ou de fondation, et c'est le travail que je mène moi en tant qu'ambassadeur finalement de la Cité du Fer aux côtés d'autres, et notamment la présidente que je veux saluer, Pascale Cosson, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Et puis c'est le travail à mener aussi sur la structuration plus poussée vers le développement de la Cité du Fer en tant que entité, entreprise, acteur économique du territoire. Derrière les autres enjeux, c'était celui d'avoir effectivement un modèle économique qui se veut viable et pérenne. Donc on a déjà des acteurs, y compris des acteurs publics, qui ont marqué un intérêt pour le lieu là. Mais ce que nous avons observé, c'est que la rentabilité du lieu, entre guillemets, parce qu'on est quand même dans une logique économique, se fait aussi sur la capacité à pouvoir créer de la richesse sur site et à pouvoir être ce liant entre l'offre et la demande sur l'ensemble du territoire, et peut-être un rayonnement au-delà que la région Grand Est. On évoque depuis tout à l'heure l'hébergement des artisans d'art. Il faut savoir que la région Grand Est est une région qui a jusqu'à 600 filières de formation artisans d'art chaque année, 60 pardon, je suis allé trop loin, mais qui, pour le coup, voit beaucoup de personnes formées quitter le territoire faute de pouvoir s'y implanter. Alors, ce n'est pas toujours négatif, c'est bien aussi de rayonner dans d'autres régions françaises et dans d'autres régions du monde, mais ça peut être quelque part désolant ou frustrant d'investir autant et de ne pas être en capacité de permettre à des jeunes qui voulaient s'installer sur le territoire de pouvoir le faire. Et donc, c'est tout le travail que nous avons à mener à travers cela. Et l'inscription dans la logique territoriale, on a notre pôle territorial des industries créatives et culturelles qui se veut en fait une dimension là encore plus innovante avec le CERFAV de Vannes-le-Châtel, mais aussi avec le GIP Formation tout au long de la vie, Campus Métiers d'Art. Il y a aussi les acteurs publics aux côtés de cela, et là je parlerai peut-être plus en ma qualité de vice-président de la métropole du Grand Nancy, qui a engagé aux côtés du président Mathieu Klein la métropole, la ville de Nancy et puis ma commune, Gerville-la-Malgrange, dans le dispositif où l'idée, là encore, est de venir sédimenter encore un peu plus la stratégie territoriale autour des métiers d'art. Un travail qui peut être fait sur la réalité augmentée. On parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle qui
est un élément supplémentaire à appréhender aujourd'hui ou pour les artisans d'art. Mais bien évidemment, c'est tout l'enjeu autour du développement du territoire, du développement culturel, puisque là encore, les industries créatives et culturelles, et la métropole a adopté sa propre stratégie, représentent un pilier important de capacité de production de richesse sur un territoire. Et c'est ce que nous souhaitons investir et permettre à la Cité du Fer de prendre sa place dans cet écosystème global. Bien évidemment, on vous adressait dans le temps imparti, je l'espère, le portrait qu'on a essayé le plus large du site. Vous allez vous en rendre compte, ou peut-être que vous en êtes rendu compte, vous en parlerez à des passionnés du lieu qui peuvent vous en parler pendant des heures. Mais le plus simple, c'est peut-être aussi de vous laisser exprimer vos questions pour qu'on puisse y répondre et vous apporter, bien évidemment, les compléments utiles que vous souhaitez avoir. Peut-être que Monique voulait conclure. Oui, je voudrais juste compléter, parce que quand on vous parle de la logique territoriale à la fin, en fait, j'ai envie de dire que c'est un cercle infini, puisque la naissance et l'émergence de la Cité du Fer, c'est aussi la suite d'une logique territoriale d'une région qui a investi beaucoup dans les métiers d'art, qui a développé et porté à bout de bras un certain nombre de centres de formation, qui à un moment amène cette question de où est-ce qu'on implante ces jeunes diplômés ou ces plus anciens diplômés, mais qui ont envie d'être dans une pratique collective. Et du coup, au milieu de ça émerge la Cité du Fer, qui aujourd'hui renvoie des choses au centre de formation. Voilà. Ce qui est très intéressant pour moi, parce que ça fait longtemps que je suis dans les métiers d'art, c'est que là, la logique qui est en train de se mettre en place, c'est de décloisonner. On ne fait plus d'entre-soi. En fait, aujourd'hui, là, par exemple, on travaille sur un Art Tech Lab, donc comment des chercheurs peuvent s'appuyer sur le regard des créatifs pour regarder ce qui se passe dans les technologies émergentes, et inversement, comment des artisans qui n'ont pas les moyens d'accéder à ces technologies émergentes que peuvent être l'IA, mais pas que, en fait, voilà, comment on fait une plateforme de rencontre. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de travailler avec tous les labos de la métropole nancéenne, qui est bien doté en la matière, et du coup de travailler au quotidien avec des gens qui n'avaient jamais entendu parler des métiers d'art et qui, une fois qu'ils ont compris ce qui se passe, arrivent vers nous avec des « waouh ». Et pour moi, ça, c'est vraiment la grosse révolution, finalement, qui est générée par ce lieu. C'est de décloisonner et de ne pas rester dans notre petit monde habituel des métiers d'art. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. Mon trouble vient du fait que j'aurais 10 000 questions à vous poser, ou plusieurs remarques, parce que c'est foisonnant et particulièrement riche. Alors, d'abord, je ne vais pas vous rassurer, mais en vous disant que votre modèle que vous proposez est assez unique. Il n'y en a pas beaucoup en France et en Europe. J'étais en Italie, les Italiens ont plein d'avantages, mais ce sont les plus comparables à la France. Ils ont pas vraiment ce genre de système. Donc la France et notamment la Cité du Fer, et on verra aussi avec Romain, on met en place des systèmes qui ont une grande longueur d'avance sur nos concurrents. Donc il faut le savoir, parce qu'on ne s'en rend pas toujours très compte. Vous avez une grande force d'avoir pensé, et je ne sais pas si vous savez, vous n'êtes pas les seuls, et tant mieux, de ne pas avoir pensé les métiers d'art que comme un métier de la singularité, mais aussi un métier de la pluralité, c'est-à-dire l'échelle productive et comment on s'inscrit dans un territoire par la ressource, par la formation, par le développement économique. Ça, c'est un basculement, heureusement, depuis quelques 2-3 ans, alors parce qu'on avait atteint un discours des métiers d'art, un discours sur la singularité, l'artisan-artiste. Bon, okay, certains le sont, mais finalement très peu. Et là, vous dépassez cette segmentation pour l'irrigation d'un territoire, et vous vous inscrivez dans un territoire anciennement ou en cours de développement industriel. Alors, j'aurais plusieurs questions. Ma première question, c'est comment, quand on pense Nancy, on pense école de Nancy, on pense patrimoine. Comment vous travaillez ou pas, ou tournez le dos ou pas, ou comment vous travaillez ce patrimoine qui est extrêmement riche et qui est une marque internationale. École de Nancy, le verre, il suffit de se balader à Nancy, on voit tous les savoir-faire qu'ils ont sur les façades en fait. Donc
comment vous le travaillez ou pas, hein, ça c'est la première question. Deuxième question, vous avez évoqué un campus, et quelles sont vos relations avec les campus d'excellence métiers d'art? Voilà, pour l'instant j'ai 2 questions, mais il y en aura peut-être d'autres. On ne l'a pas dit, mais effectivement, quand on a écrit le projet de la Cité du Fer, nous est venu tout de suite à l'esprit l'idée de l'école de Nancy. Moi, j'avais ajouté l'école de Nancy 2.0, mais pas dans l'idée dimension numérique ou Fab Lab, mais dans l'idée qu'on allait quelque part ressusciter cette idée des valeurs de l'école de Nancy, de la coopération effectivement entre artisans d'art et puis les métiers. Il faut savoir que Prouvé, qui a été maire de Nancy, a été ferronnier, mais aussi architecte, et qui a toute une histoire à Nancy, vous le rappelez à juste titre, Marc. Et l'idée de la Cité du Fer, c'était ça, l'art du renouveau et le renouveau de l'art. Et on s'en est inspiré et on s'en inspire encore dans cette dimension du fer au sens large, FAIRE, avec finalement la question du travail de la main, mais l'intelligence aussi, comme je aime le dire, des émotions, de la réflexion et de ce qui permet l'esprit créatif. Et puis, je le dis en clin d'œil parce que c'est cette année que nous fêtons l'anniversaire de l'Art déco et Nancy met en place avec la métropole du Grand Nancy un certain nombre de manifestations. Je vous invite à découvrir Métrofolie. C'est l'occasion de revoir cela. Et finalement, on y arrive et on a réussi ce pari parce que lorsque je l'ai dit, elle a été dans un euphémisme très fort tout à l'heure. Monique, quand elle a dit « Monsieur le maire est passé pour un doux rêveur », non, juste pris pour un fou. On m'a dit « Il n'y arrivera pas ». Et que vous, aujourd'hui, avec vos fonctions, vos responsabilités qui sont les vôtres, dans cette belle maison de mobilier national qui est la vôtre, que vous-même, alors qu'on ne l'a pas dit dans notre propos, vous pensiez à l'école de Nancy, je me dis que finalement, je n'ai pas été si fou que cela, puisque ça transpire aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire que pour nous, l'inspiration école de Nancy, et avant ça 18e, puisqu'on a un très beau patrimoine 18e et que dans les métiers d'art, le 18e, c'est un siècle de bascule énorme, on s'est plus inspiré de l'histoire, de qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe à ce moment-là, en fait, l'école de Nancy, c'est les guerres de 1870, l'arrivée de beaucoup de gens qui font le choix de devenir français, qui vont s'installer à Nancy, qui souvent sont patrons d'industrie. Voilà. Et du coup, pour nous, ça a été plus d'analyser comment se passaient les relations entre les entreprises, qu'est-ce qui a été ce vivier, moins que l'esthétique. Parce que souvent, quand on pense école de Nancy, on pense vision esthétique. Et par exemple, moi, je me suis plus intéressée d'un point de vue historique au 18e. On est sur un territoire sur lequel il y a eu 3 manufactures royales à 25 km sur 25 km de distance. Mais en fait, comment elles collaboraient, comment en fait elles ont fait travailler tout un territoire. Une carrière de pierre qui d'un coup devient le seul endroit où on va tailler les roues de taille des manufactures de cristal, Baccarat, à l'époque qui ne s'appelait pas comme ça. Et ça, c'est très, très inspirant, c'est-à-dire de se dire, on pratiquait déjà le développement durable, sans en parler, c'était une logique juste. Qui était une logique de proximité, du coup de réactivité, de parfaite adaptation. Et je pense que ça, c'est notre feedback permanent, de se dire, souvenons-nous des pratiques et comment aujourd'hui on peut les rebonifier. En fait, vous n'avez pas patrimonialisé votre patrimoine, vous l'avez rendu créatif. Ça, c'est d'autant plus, ça nous parle, puisqu'il y a 4 siècles d'histoire, notre patrimoine est constamment mis à un patrimoine matériel, patrimoine immatériel, les savoir-faire, il est constamment réinterrogé ici. Donc, merci beaucoup en tout cas. Et juste la question des campus, il y a un campus, oui. Alors, est en émergence un campus, donc tout à l'heure le maire vous parlait du GIP, formation tout au long de la vie. En fait, c'est une entité de l'éducation nationale qui porte toutes les formations de reconversion, entre autres, mais pas que. Et du coup, vous avez parlé d'industrialisation et de réindustrialisation. On est très, très fiers, puisque aujourd'hui se réimplantent des gros groupes industriels, en particulier en bijouterie, à quelques kilomètres de Nancy. Et c'est des artisans d'art qui conçoivent et animent les formations en interne dans ces entreprises qui, à terme, doivent recruter plusieurs centaines de salariés et qui font le choix de former localement parce qu'ils n'arrivent pas à amener des bijoutiers. Et je me dis, c'est quand même une très, très belle
je vais dire vengeance, mais c'est pas tout à fait ça, mais c'est un beau pied de nez que de se dire aujourd'hui, c'est des artisans indépendants qui travaillent seuls, qui ont fabriqué leur parcours, voilà, et qui contribuent à réindustrialiser la France. On peut être fiers. Tout à fait. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, micro. Bonsoir, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question concernant la dimension d'innovation, mais dans les métiers d'art eux-mêmes, au-delà de l'innovation donc sociale dont vous venez de nous faire la présentation. J'ai par exemple comme contrepoint comparatif les ateliers Luma à Arles, où les artisans travaillent avec des designers autour du biotope de la Camargue et des matériaux environnants. Comme le lien avec le territoire a été rappelé à plusieurs reprises dans votre présentation, je me demandais s'il y avait aussi ce souci-là dans les recherches des artisans et des artisanes présentes au sein de votre lieu. Alors, on a des artisans qui sont complètement dans ces démarches. Je pense à une céramiste, par exemple, qui va cueillir elle-même ses glaises, qui les épure, qui fait toutes ses colorations à partir de minéraux locaux, qui va entre autres beaucoup fouiller dans les poubelles des formations chez les compagnons, puisqu'ils travaillent. Il y a des ardoisiers, par exemple, qui travaillent et qui, avec des ardoises broyées, vous faites de très belles couleurs. Voilà, l'école supérieure d'architecture, dans les cours qui sont dispensés chez nous, travaille avec le parc naturel de Lorraine. En particulier, l'année dernière, ils ont fait tout un travail sur les plantes invasives et comment on peut utiliser les plantes invasives dans des conceptions nouvelles de construction. Et forcément, ils mélangeaient ça avec de la glaise, donc forcément, des céramistes sont passés par là, ont vu de la terre. Enfin, je crois que c'est ce qui est aussi fascinant dans ce lieu, c'est que moi, ça m'échappe tous les jours. Il y a des choses qui se passent, je ne sais même pas tout ce qui se passe, et tant mieux, parce que ça serait triste autrement. Et après, je pense que le choix qu'on a fait, c'est pas d'imposer les choses. Et par exemple, pas nécessairement faire appel à des designers qui mettent au service des savoir-faire, en fait, mais se dire en quelle dimension on croit que nos artisans sont aussi capables de penser l'objet. Et puis après, moi, je crois que vous mettez des créatifs comme ça dans un lieu, ils vont vous le transformer. Enfin, je pense que c'est dans l'ADN, l'innovation, en fait. Ils vont aller dans l'atelier de l'autre et se dire « mais ce geste, je pourrais le transférer dans ma matière, dans ma pratique », et c'est parti, en fait. À propos de l'innovation, il y a peut-être un pari, alors là c'est plus une intuition que vraiment une démonstration, c'est qu'en fait on se rend compte que dès qu'on interroge des industriels, ils sont comme une administration, ils sont prisonniers de leurs propres procédures. Et que leur innovation, leur recherche et développement rentrent souvent dans des schémas de rentabilité, de schémas de programmation extrêmement longs. Et quand on en interroge certains, quand on leur dit qu'il peut y avoir une possibilité d'un laboratoire qui coûte pas cher et qui met des gens souvent qui ne se parlent jamais, ça peut devenir des lieux très rapides, très segmentés de façon sur un temps très court et qui peut aider justement à voir le monde autrement. Et le métier d'art, sa force, il a aussi ses inconvénients, mais sa force, c'est de se saisir du réel et de le poétiser, de le transformer, de le métamorphoser. Donc ça peut être, ça c'est peut-être, en tout cas c'est le pari qu'on commence à faire au laboratoire des pratiques durables au sein du Mobilier National, c'est de porter l'expérimentation sur des schémas et des champs qui pour l'instant ne sont pas interrogés. Luma a été très fort pour ça, mais ça reste un schéma de développement derrière entrepreneurial, puisque chaque découverte a un dépôt de brevet, donc il y a un intérêt derrière normal. Hein. Peut-être qu'il y a aussi d'autres schémas territoriaux où l'industriel peut se dire voilà, je vais passer par une petite structure, je mets quelques billes et voyons ce que ça donne. Alors, ça peut être un pari. On a une expérience en ce moment avec un fabricant d'huisseries. Voilà. Je vous avoue qu'on les freine un peu parce qu'on est tout petit et on est très jeune encore et que on court souvent derrière notre projet. Donc c'est pas. Mais oui, on a
on voit arriver ce genre de choses. On est approché très très rapidement parce que effectivement les gens sentent que c'est un lieu où il se passe des choses. Et bêtement, la recyclerie, par exemple, a récupéré les fonds de bidons des fabricants de double vitrage pour faire le joint. Voilà. Les bidons sont conçus de manière à ce qu'on ne puisse pas pomper le dernier litre du bidon. La machine n'arrive pas à le pomper. Et pour eux, c'était choquant d'imaginer qu'il y avait chaque fois un bidon qui était jeté avec 1 litre de matière première. Ils ont récupéré les bidons, ils ont vu ce qu'ils pouvaient en faire ou ne pas en faire. Ils ont développé un joint sur un certain nombre de leur mobilier. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. La personne qui fabrique ce matériau commence à regarder ce qu'ils ont fait de manière très, très intéressée. Mais voilà, pareil sur les matériaux de construction. On n'aurait pas imaginé qu'une recyclerie, aujourd'hui, fournisse un matériau pour la construction. Mais après, j'ai envie de dire, pour nous, l'intérêt, c'est que ça va essaimer. C'est pas forcément ce que nous, on doit gérer, quoi. Une autre question ou dernière question? Oui. Oui, en vous entendant, je me demandais si vous travaillez aussi avec des structures comme les ARACT, les agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail. Il y en a une par région et qui viennent au soutien d'entreprises qui, par exemple, veulent entamer des restructurations, des modifications. Je me demandais si c'était un acteur avec lequel vous travaillez. On est en train de finaliser notre document unique des risques professionnels. Je vous laisse imaginer dans un lieu où il y a autant d'activités différentes et de risques professionnels, ce qui a été cette démarche. Effectivement, pour nous, ça, c'est une dimension qu'on n'a pas forcément dite aussi, c'était de se dire qu'un artisan en solo ne va pas faire très, très attention à sa santé, ce n'est pas sa priorité. Que nous, parce qu'on est hébergeur, il faut aussi qu'on pense la sécurité des personnes, la sécurité des biens et qu'on les alerte sur les risques professionnels liés à leur activité. Et du coup, ça a permis aussi de travailler avec des interlocuteurs qui ne connaissaient pas certains métiers et qui sont beaucoup intéressés parce qu'il faut imaginer en plus que dans un même lieu, on va faire travailler des ébénistes et des céramistes et des gens qui font de la soudure. Et que juste ça, c'est en fait, on fabrique un lieu qui est plein de dangerosité à tous les niveaux. Mais là aussi, on est dans le début d'une démarche, on n'a que 2 ans et on part de très très loin. Il a fallu cloisonner les espaces. Donc, mais pour nous, c'est aussi important de porter cette voix-là de la sécurité au travail, y compris parce qu'on participe à des parcours de formation et les ARACT sont un de nos interlocuteurs. Enfin, l'ARACT est un de nos interlocuteurs. Très rapidement, c'était aussi tout le sens du travail que nous avons fait avec un programmiste, parce qu'il faire évoluer un bâtiment qui donc va être la coque qui va accueillir cela dans une dimension encore plus forte avec ce qu'on vous a énoncé tout à l'heure. Il fallait bien évidemment assurer le fonctionnement du bâti dans les relations, les interactions et parfois ce qui peut faire à la fois force centrifuge ou centripède dans les différentes activités. Et donc de là est né un organigramme fonctionnel, un schéma fonctionnel. Il va appartenir aux architectes qu'on va faire travailler dessus, de penser maintenant le bâtiment pour qu'il puisse cocher toutes ces cases-là, parce qu'effectivement, vous ne mettez pas l'atelier des ébénistes ou le parc machine bois à côté des céramistes ou des bijoutiers, parce que ça peut, au-delà des nuisances sonores, provoquer peut-être d'autres nuisances qui vont venir finalement aller à l'encontre de la magie du lieu, qui est plutôt de créer des synergies, où on n'aura finalement que les effets négatifs de la présence d'autrui à côté de soi. Et bien évidemment, c'est ce qu'on veut éviter, tout en évitant de recloisonner. Il ne s'agit pas de refaire autant d'ateliers qu'il y a d'artisans d'art sur le site, de bien garder l'idée de la mutualisation et de la rencontre possible, que les bijoutiers puissent rencontrer les céramistes, qu'elles puissent rencontrer aussi les ébénistes, etc. Une porosité positive, on va dire. Une dernière question? Oui, bravo, c'est très très intéressant. Comme vous êtes un peu visionnaire et que vous êtes porté par un rêve, moi j'ai une question économique. Comment vous voyez le point d'équilibre sur des structures comme ça? Qu'est-ce qu'il pourra faire et peut-être dans quel horizon une structure comme la vôtre pourrait être à l'équilibre financier?
Le point d'équilibre, il doit se penser au global. C'est l'enjeu, d'ailleurs, d'abord de la dissociation du foncier de l'exploitation. C'est l'enjeu aussi des activités qui vont être connexes à ce qu'on va mettre en place, parce que bien évidemment, les résidents ont une contribution à payer pour occuper les locaux, un abonnement pour accéder au parc machine, puis ceux qui ne sont pas résidents pourraient peut-être aussi bénéficier de prestations complémentaires, peut-être à un prix différencié pour en profiter. Il y a la question qui ne doit pas être la plus prégnante, mais qui existe, de pouvoir faire des manifestations aussi dans le lieu, parce qu'on l'a dit, c'est un lieu qui est fermé au public, mais pour autant qui s'ouvre au territoire et qui peut, pourquoi pas, permettre l'organisation de salons et autres. Le modèle, aujourd'hui, se pense à différentes dimensions. Dire que l'équilibre économique est atteint là, sans doute erroné de le dire aussi prématurément. De dire qu'il serait jamais atteint, je pense que ça serait condamner en fait des perspectives de travail que nous avons à mener pour qu'il puisse y arriver. Moi, je suis intimement convaincu que c'est effectivement possible dès lors qu'on donne une place particulière se faire consommer autrement et se faire produire autrement que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est aussi quelque part la magie du lieu, mais qui doit effectivement trouver cette question de logique économique. Et je pense qu'on commence à y arriver parce qu'il y avait des questions dans le modèle qui ne s'étaient pas posées quand on a écrit la stratégie. Et aujourd'hui, les artisans d'art me disent « Mais monsieur le maire, il faut pousser la réflexion jusqu'au bout maintenant. Vous avez trouvé l'idée géniale pour qu'il y ait des artisans d'art qui aient un lieu, mais nous, on n'est pas que des artisans d'art. On est des hommes et des femmes qui font une famille. Donc il faut qu'on puisse habiter le territoire aussi. Et parfois, habiter le territoire, quand vous êtes artisan d'art, c'est peut-être repenser un modèle qui a existé, qui est d'avoir votre atelier en rez-de-chaussée de votre habitat et votre logement au-dessus. Mais là encore, en milieu urbain, c'est très complexe. Donc c'est là qu'on est en train de se dire que la foncière, elle n'est peut-être pas qu'à lier sur la question du site, mais elle est liée aussi sur la dissociation finalement de la propriété et de l'exploitation, mais aussi de l'habitat, avec l'artisan d'art qui aurait son logement, qui aurait son atelier, qui pourrait être propriétaire de parts dans une coopérative. Et quand il revend ses parts, il revend en fait l'ensemble, il revend le logement et il revend l'atelier. C'est une des réflexions qui nous est arrivée. On a parlé tout à l'heure dans la réflexion comment effectivement les artisans d'art peuvent accompagner l'industrialisation. Mais il y a aussi comment les artisans d'art peuvent continuer à développer leur signature. La contrainte majeure que rencontrent les artisans d'art aujourd'hui, quand ils ont besoin de se constituer un nom, une signature, c'est la recherche de leurs clients et de leur identité qui passe par recourir à des salons qui ont un coût, il y a un billet d'entrée aux différents salons. Et nous, du coup, on leur permet de diminuer ces coûts parce que justement, ils peuvent payer, j'allais dire, ce billet d'entrée parce qu'ils ont moindre coût sur la question du patrimoine. Mais il y a aussi à imaginer que l'artisan d'art, pour ne pas être contraint ou condamné à toujours produire le même objet d'art, qu'à un moment ou un autre, on peut peut-être penser une forme d'industrialisation où c'est plus lui qui produit l'objet, mais il le confie à d'autres, ce qu'on pourrait appeler une maison d'édition. Et lui, ce faisant, il continue peut-être à un prix plus accessible aussi pour le grand public à vendre le produit d'origine qu'il a pensé, qu'il a créé, et à réinvestir son temps, sa capacité créatrice ailleurs. Et c'est tout ça, en fait, qui fait que le modèle économique additionne les différents éléments pour montrer que cela tient. Ce qu'on n'a pas été en capacité à cette heure-ci d'investir pour avoir une réponse précise, c'est combien de temps les artisans d'art vont rester sur le site. Et moi, je leur donne une réponse simple. C'est quand vous pensez que le développement de votre entreprise va à l'encontre du projet même de la Cité du Fer ou que la Cité du Fer va à l'encontre du projet de développement de votre entreprise, c'est qu'il faut peut-être envisager d'aller ailleurs, mais sans pour autant rompre le lien avec la Cité du Fer. Et c'est là qu'on parle d'essaimer depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si je réponds totalement à votre question, parce que vous avez bien compris qu'on a tout un pan encore à investir. Oui, et que la maison d'édition, c'est pour dans 6-7 ans quand même. Non, mais on y pense. Je pense qu'effectivement, le projet, pour nous, n'était pas un coût aujourd'hui. C'est vraiment penser un développement avec l'esprit industriel de Grand Est. C'est-à-dire, un développement, c'est dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Voilà. Et après, on travaille beaucoup à l'économie. L'idée n'a pas été... En fait, on a investi le lieu, on a fait des travaux en autoconstruction. Ça, je pense que dans le développement du projet, c'est un pas après l'autre.
Et on n'a pas voulu être plus ambitieux. On est un lieu de production, donc quelque part, les murs, on se moque un peu de la tête qu'ils ont. Enfin, voilà. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important, c'est de se dire, enfin, oui, on y va lentement. Et moi, je trouve qu'on est plutôt quand même dans un modèle économique très intéressant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on paye nos frais. Alors, hors RH, puisque moi, je suis rémunérée par la ville, et on a la chance que la ville mette à disposition le bâtiment. Donc, hors bâtiment, et à partir de l'année prochaine, plus hors RH, en fait, on est autonome sur nos coûts. Et après, voilà, parce qu'on a bénéficié de l'énorme manne qui était le programme Manufacture de proximité, qui a permis de payer l'outil de production. Mais voilà, mais ça veut dire qu'effectivement, on est une toute petite équipe, qu'il faut être super agile, mais je pense que c'est aussi le modèle de l'artisanat d'art. Merci beaucoup. On va s'interrompre sur ces mots-là et on va passer au deuxième intervenant sur un autre modèle aussi collaboratif et en petite pause technique. Alors, deuxième intervenant, Romain Gazzola. Alors, certains sont tombés enfants dans la potion magique. On peut dire que Romain est tombé dans le béton, dans le ciment, et très jeune, puisqu'il est issu d'une famille arrière-petit-fils de maçons. Hein. Alors, il est donc dans une famille de bâtisseurs importants, puisque la famille Gazzola existe depuis, on dira peut-être tout à l'heure, depuis au moins 3 ou 4 générations, 5 générations. Voilà, donc ça fait vraiment un pilier dans tous les sens du terme de la construction et des métiers d'art. Mais là où Romain Gazzola a apporté son élément extrêmement fort, c'est qu'il a créé un collectif en rachetant un certain nombre d'entreprises, 11 entreprises, et il a fait installer toutes ces entreprises dans une ancienne entreprise qui est les entrepôts, l'industrie Christophe là, à Saint-Denis. Donc ça s'appelle le collectif de l'orfèvrerie, dans de magnifiques bâtiments qui réunit donc 11 entreprises, et aujourd'hui c'est tout de même 60 millions de chiffre d'affaires et 300 artisans au service de l'excellence française qui se développe à l'international. Donc je laisse la parole à Romain Gazzola pour présenter à la fois l'entreprise familiale mais aussi le collectif. Merci Marc, bonsoir à tout le monde. Alors moi j'ai pas mal dans la réflexion, c'est assez drôle parce que j'ai écouté Monique et Vincent sur la manière dont ils sont arrivés au sujet, et moi j'ai eu un peu la même chose, c'est-à-dire que donc moi, comme l'a dit Marc, je viens d'une famille de maçons de père en fils depuis 5 générations, donc c'est des immigrés italiens de l'entre-deux-guerres, reconstruction de la Première Guerre mondiale, et on avait ce qu'ils appelaient des artisans maçons rocailleurs. Donc en gros, ils imitaient dans les parcs de Vincennes ce qu'on appelle les bancs en bois. Enfin, c'était en béton, mais en imitation bois. Vous les voyez souvent à côté, les bois de Vincennes. Enfin, il y a pas mal de bois comme ça où il y a donc ça s'appelle des rocailleurs. C'est un métier qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc ça, c'était mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-père. Et il se trouve que mon grand-père a fondé, donc dans cette logique d'artisan, mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-père c'était plutôt des petits artisans à leur compte. Mon grand-père, il a vraiment Vittorino Gazzola, il a vraiment fondé l'entreprise Gazzola en 53. Là, on est passé sur une taille d'entreprise plus grande, une centaine d'ouvriers qui travaillaient pour le Louvre ou les grands monuments historiques français. Mon père et mon oncle reprennent dans les années 80 et après c'est à notre tour de reprendre. J'avais pas du tout prévu de faire ça à la base, mais c'était dans le sang, c'était le destin et j'ai pas pu y échapper. Alors si je raconte cette histoire là, ça va être très très long, donc on va mettre ça de côté. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que donc moi je reprends l'entreprise, je la rachète, je tiens à le dire parce que c'est important pour moi. On m'a rien donné, c'était l'histoire que je raconterai pas ce soir, mais en tout cas dans cette histoire, il y a
une histoire de ne pas être fils à papa. Quand on a 5 générations qui nous regardent, on a envie de faire autre chose en fait. Après, j'y suis retourné par passion personnelle, et donc la maçonnerie, c'est vraiment le métier que je me destinais à faire. Donc dans le luxe parisien, c'est-à-dire pour des hôtels particuliers ou du patrimoine, donc des édifices patrimoniaux. Paris intramuros, beaucoup, ou petite couronne. Voilà. Donc ça, c'est notre secteur d'intervention. J'ai repris la clientèle de mon père et l'entreprise qu'on a rachetée. On s'est endetté. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire. C'est 2010 à 2014. J'avais pas prévu de faire autre chose jusqu'au jour où j'ai un collègue sur un chantier, donc d'une entreprise confrère. Donc nous, moi, je fais des métiers d'art, mais alors je me définis pas vraiment métier d'art, mais plutôt métier de la rénovation et du patrimoine. C'est légèrement différent d'avant. C'est les mêmes idées, c'est des artisans, mais qui travaillent plutôt sur le bâti. Donc c'est du parquet, c'est des moulures, c'est des ébénistes. On est cousins, mais pas de la même fratrie, quoi. Et donc dans ces métiers d'art de la rénovation, quand on intervient sur des chantiers assez haut de gamme, on a tout un écosystème naturel qui se crée. C'est-à-dire que moi, je disais, on travaille avec des confrères qui ont des métiers différents. Et c'est très sectorisé. Ça vient de Colbert, hein, c'est très, très normé. Ça vient aussi de notre histoire des bâtisseurs de cathédrales. C'est très normé. Il y a des confréries qui sont transformées il y avait des congrégations, enfin c'était très normé, et en fait Colbert a essayé de sortir ça avec les faubourgs, mais il a resectorisé en fait, il a fait la même chose sans vraiment le vouloir. Mais c'est intéressant parce que finalement ce que j'ai retenu moi, qui suis d'origine italienne et ma mère est italienne aussi, c'est qu'en fait en Italie ils sont beaucoup plus libres. On est plutôt sur une inspiration des bottega de la Renaissance, donc c'est beaucoup plus libre. Les bottega, c'est un peu ce qu'on se disait, hein, c'est mon inspiration personnelle pour leur favori, c'est-à-dire qu'en fait vous mettez un scientifique, donc un matheux avec un artiste, et vous avez ce qui s'appelle la sérendipité, c'est-à-dire vous trouvez quelque chose que vous cherchez pas. C'est Marie Curie qui a trouvé l'atome sans le vouloir. Enfin voilà, et moi je crois beaucoup à ça, et je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Donc on revient là où on était, c'est-à-dire sur les chantiers, je reprends l'entreprise, ça se passe très bien. Et donc j'ai mon confrère ébéniste, Malville, les établissements de Malville. Donc nous, si on est 1929, on est des petits genoux, parce que Malville, c'est 1880. Donc c'est une entreprise pareil du patrimoine qui fait de l'ébénisterie d'art, des menuisiers d'art qui font la même chose que Gazola mais dans un métier différent. Ils sont en très grande difficulté puisqu'en termes de management, ces entreprises où on va pas se mentir, on est dans le dur. Mon père et mon oncle, c'était des gens, on est très focalisés métier et donc on sert des clients très exigeants. On était plutôt sympa chez les Gazzola, mais alors chez les ébénistes, c'est à la schlag. Moi, je suis pas très langue de bois, donc les maçons, ils n'ont pas l'habitude de dire les choses à moitié. Donc effectivement, c'est des métiers durs, c'est des métiers exigeants, et en plus, on travaille pour le luxe, donc on a des clients très exigeants. Ça, c'est important de le savoir. Et donc, c'est des entreprises où on se retrouve vite en difficulté si on ne prend pas des tournants de management. Et c'est un peu ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes et si on n'évolue pas, si on est figé dans le temps, on régresse jusqu'à ce que l'entreprise est en grande difficulté. Donc, il me dit, ce que tu as fait sur Gazola, c'est assez sympa. Est-ce que tu peux investir dans l'entreprise et en fait... m'aider à faire ce que tu as fait chez Gazola, c'est-à-dire de garder l'âme de l'entreprise avec des ouvriers très compétents avec qui moi je m'entendais très bien. J'étais formé par les ouvriers, il y avait peu de hiérarchie du temps de mon père. J'ai gardé cet aspect très moderne dans l'organisation et essayer de l'appliquer, voir si c'était possible. J'étais plutôt contre au début, je dis non, moi je suis maçon, je fais mon job et pas autre. Il m'a convaincu, donc en 2018, j'investis à titre minoritaire dans l'entreprise. Et j'adore l'expérience. Et il se trouve que je reprends l'entreprise sans vraiment le vouloir, de manière très naturelle en fait. J'ai envie de dire, il n'y avait pas de stratégie moi pour le coup derrière. C'est un collègue de travail avec qui je travaille qui me dit aide-moi, et je l'ai aidé. C'est comme ça que ça s'est passé. Et il se trouve que je me suis dit bon, je vais pas l'aider gratuit, donc j'ai pris des parts, mais donc j'avais un côté entrepreneurial d'accompagnement et un côté solidaire d'aider un métier à pas mourir.
Ça, c'est une première entreprise. Après, j'ai un parquetteur, les parquets Briat, qui viennent me voir et ils me disent « Ce que tu as fait avec Malville, c'est cool, tu peux pas faire la même chose ?» Alors, je dis « Non, bah non, mais oui. » Enfin bon. Et je me retrouve un peu comme ça, de manière assez naturelle, encore une fois. Il n'y avait pas de stratégie derrière. C'est ça qui est drôle, parce que tous mes confrères qui ont fait la même chose que moi, ils avaient une vraie stratégie. Moi, j'ai juste dit « Non, j'avais un métier et j'ai aidé des collègues, en fait. » Donc, je me retrouve à la tête de... Enfin, à la tête, c'est pas vraiment la tête, parce que j'investissais, mais sans en être le dirigeant opérationnel. Je me suis refusé d'être le patron de ces boîtes-là, parce que mon job, c'est d'être maçon, quoi. Je sais pas faire d'autres jobs. Donc c'est assez drôle, parce que sans le vouloir, je me retrouve à la tête de 10 entreprises quand même. À l'époque, c'est pas vraiment 10. On est en 2019, donc je me retrouve à la tête de... je suis propriétaire de 5 entreprises, et tout le monde me dit bah, « Romain, tu as un groupe ». Je refuse le mot groupe, moi j'appelle ça l'écosystème. Et c'était un peu le bordel, parce qu'en gros, d'un côté, je me trouve patron de l'entreprise Gazzola, où je suis vraiment opérationnel. De l'autre côté, on m'explique que je suis le patron de 5 entreprises, ce que j'assume pas vraiment. Et donc, je dis non, et c'était complexe. Et un jour, c'est nos chers gilets jaunes, merci les gilets jaunes, grâce à qui, moi je travaille à Garges-les-Gonesse. Alors, ceux qui connaissent pas la région parisienne, c'est dans le 95. Donc l'entreprise, il y avait le dépôt dans le 95, et en fait, avec les gilets jaunes, pour rentrer chez moi, j'habite dans l'ouest parisien, ils me font passer par les quais de Seine, donc par Saint-Denis. Et en fait, en rentrant à Saint-Denis, je suis dans les embouteillages, et je vois ce lieu. Alors c'est comme monsieur le maire, je le connaissais pas, mais je le vois. Je rentre dedans, on m'arrête, on me dit mais vous allez où monsieur ? Bah je sais pas, je visite. Et bah non, c'est un lieu privé. C'est un peu n'importe quoi. Et je me renseigne de fil en aiguille. Je me dis c'est le lieu d'incarnation de mon projet en fait. Moi ce projet finalement, si je le résume, c'était j'ai aidé des collègues à recréer l'ambiance qu'on avait sur chantier de corps d'État séparés. En allant plus loin, j'ai des histoires magnifiques à raconter sur quand les collègues de travail travaillent ensemble pour un projet commun, il se passe des choses magiques. Ça, je l'ai vécu sur chantier. Mais le recréer dans des ateliers, c'est un truc qui me faisait rêver. Donc le seul pierre à l'édifice que je pouvais moi apporter dans ce projet-là, il devait être incarné dans quelque chose. Et à partir du moment où j'ai vu le lieu, j'ai vu l'incarnation du projet que je portais, que je refusais, j'ai vu l'incarnation. Et à partir de là, j'ai commencé à assumer en disant, ok, si je dois faire quelque chose, faisons des choses qui n'existent pas. Alors c'est drôle parce qu'on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas copié, mais j'ai les mêmes idées, donc je ne vais pas vous en faire 3 couches, parce qu'en fait, ce qu'ils ont dit, j'ai eu les mêmes intuitions. Je peux raconter la même histoire en fait. C'est-à-dire qu'après, de fil en aiguille, on se retrouve à installer la première boîte, c'est Malville, parce qu'ils devaient partir, ils avaient 2000 mètres carrés en plein centre de Paris, mais c'était plus du tout efficient. Ils étaient là depuis 200 ans quasiment, et ça marchait plus vraiment. Ils se faisaient sortir de là où ils étaient parce qu'ils n'avaient plus les moyens. Moi, j'avais ce lieu, je sais pas quoi en faire. Enfin, ça s'est fait de manière, encore une fois, très naturel. Ils ont essuyé tous les plâtres. Ils s'en sont pris plein la gueule. Et à partir de là, on a créé cette espèce de lieu magique. Et je me suis installé. Donc c'est un lieu classé, finalement. C'est un lieu monument historique. Il se trouve que moi, mes donneurs d'ordre, c'est des architectes qui font des lieux classés. Donc c'est un site internet à ciel ouvert. C'est pour ça que finalement, j'ai peu de... Il faut juste préciser que c'est l'ancienne usine Christophe qui est pensée comme une usine presque tayloriste, qui, depuis la réception des matières premières jusqu'à la sortie d'usine, donc l'arrivée du côté des quais de Seine et de l'autre côté des chemins de fer pour renvoyer dans le monde entier les outils, pas les outillages, la vaisselle Christophe. Et donc c'est un immense territoire tout en longueur avec une répartition depuis la matière première jusqu'au produit fini avec différents corps de bâtiments qui transforment toute la matière. Voilà, une petite présentation. C'est exactement ça. Et donc, je vous laisserai de l'espace un petit peu pour les questions, parce que l'exposé, c'est très large. En fait, je pourrais vous parler de 8 heures d'à peu près de tous les sujets. Donc, en gros, le sujet, c'est plutôt posez-moi des questions. En gros, j'ai envie de vous dire, s'il y a des trucs qui vous intéressent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de manière assez proche dans la pensée, je pense que des grandes idées émergent à des moments charnières, qu'on est à un moment charnière où on fait à peu près le même projet dans des territoires différents. Je suis très, très amoureux des métiers que je défends. Et aujourd'hui, je suis fier de dire, voilà, finalement, on a réglé le problème de... On n'est pas un groupe, donc on n'est toujours pas un groupe, même si j'ai investi dans une entreprise. Donc juridiquement, je suis un groupe, mais techniquement, je ne le suis pas. C'est-à-dire que j'ai, d'un côté, financièrement, je suis propriétaire d'entreprise, du patrimoine. J'en parle très peu de cette partie-là. En revanche, ce dont je parle, c'est on s'est incarné dans un collectif. Donc la gouvernance
de mon écosystème se fait par les dirigeants de chaque boîte, qui sont des... Et donc, je n'ai pas de strate intermédiaire entre les artisans et moi qui porte une holding. Et ça, c'est assez intéressant, parce que du coup, la stratégie, elle est partagée. Donc, c'est très collectif. Il se passe des choses magiques, c'est-à-dire que, par exemple, il y a 2 exemples assez concrets dont je peux vous partager. C'est sympa de parler des exemples concrets. Il y avait un ébéniste, il y avait un ferronnier, on va appeler il a fait l'école Boulle, donc je vais l'appeler bronzier d'art. Allez, il y avait un bronzier d'art, Yanis, qui était chez Malville, donc les ébénistes. Il faisait des serrures et des choses en laiton pas très intéressantes, donc des poignées de porte. C'est pas très intéressant quand vous avez fait l'école Boulle. En revanche, parce que c'est toute la journée, c'est presque de l'industriel, c'est-à-dire qu'il s'emmerdait à faire la même chose. Donc au bout d'un an, il a fait le tour du sujet. Et il se trouve qu'au bout de la rue, il y avait les ateliers, les bronziers d'art Maison Meilleure, qui eux, c'est une entreprise qui fait 5-6 millions de bronze d'art, où tous les jours, il y a quelque chose de nouveau à faire. Et les ateliers Bataillard, qui sont des ferronniers depuis 1900. Et eux, au bout de la rue, ils font de quoi l'occuper pendant les 30 prochaines années. Donc là, j'ai eu un rôle de diplomate. Il a fallu que j'aille voir le dirigeant de l'entreprise Malville pour lui expliquer que son gars, il allait partir, que sinon, il allait partir chez des confrères, et qu'en revanche, il était intéressé par aller en face. Donc sans se phagocyter de se faire de concurrence, à un moment donné, il a fallu gérer. C'est compliqué. Là, je le raconte, c'est facile parce qu'il a fini chez Meilleur. Il y a eu des engueulades entre-temps. Parce qu'en gros, vous perdez un talent quand vous êtes Malville, ça vous emmerde. Et de l'autre côté, vous recrutez chez le confrère alors qu'en fait, on s'envoie des commandes. Donc, on a cette espèce de logique de ne pas perdre des talents. Et donc, la logique de l'orfèvrerie, le collectif a pris le dessus. Ça, c'est moi qui l'ai porté en disant, OK, mais Laurent Malville, tu vas perdre ton gars à l'orée de 6 mois, tu vas le perdre, autant que tu le gardes et que tu puisses sous-traiter quelques bandes à prix intéressant de l'autre côté de la rue. Et c'est comme ça qu'on a réglé. Donc en fait, l'intérêt économique est très important pour nous. Alors, contrairement à vous, moi je suis un acteur privé. Je n'ai pas de fonds d'investissement derrière moi, donc j'ai fait ça sur des fonds propres, donc j'ai pris mon risque personnel. Et l'intérêt économique, moi j'expliquais, je suis allé voir le maire de Saint-Denis, c'était très important pour moi de s'intégrer dans un territoire. Parce que je crois réellement, et il m'a dit, je ne souhaite pas que... Il avait des vues sur ce sujet-là, et il se trouve que mon projet était parfait pour lui. Donc j'ai parlé avec monsieur le maire, ça s'est très bien passé, parce qu'en fait, moi, je ne le vois pas comme un campus fermé, je le vois comme un lieu ouvert et une plateforme. Et donc il y a eu ce dialogue tout de suite en disant, peut-être qu'il faudra un restaurant, peut-être qu'il faut qu'on mette à la disposition de la ville de temps en temps, et j'étais très ouvert à ça, parce que je crois beaucoup à l'échange avec la ville, dans mon territoire, je compte défendre le territoire, et moi j'ai cette petite punchline sur Saint-Denis, c'est le Brooklyn, New York, ils avaient une petite... on est vraiment le parent pauvre, Saint-Denis, c'est vraiment pas génial, quoi. Et moi, j'essaie de défendre ce truc, de dire, élevons le territoire en disant, on a de l'art, on a des gens incroyables, on a un melting pot, défendons ça, quoi. Et moi, je suis prêt, en tant qu'acteur privé, j'ai la conception des entrepreneurs du 19e siècle, de dire, les entrepreneurs, ils doivent balayer devant leur porte, ils doivent participer à l'intérêt général. On est tous l'intérêt général. Ça parle forcément de l'intérêt économique, qui nous donne un guide, un cap, c'est obligatoire. Si on n'a pas l'économie, nous, acteurs privés, ça ne peut pas marcher. Et moi, je n'ai pas envie d'être dépendant des aides publiques, en fait. Et j'ai envie d'être indépendant, je suis un entrepreneur à l'ancienne, je ne veux pas qu'on m'aide, je veux être aidé en me donnant du travail. Donnez-moi du boulot et je me démerde. En revanche, je veux participer avec un dialogue ouvert avec la ville, c'est très important, parce qu'il faut qu'on soit conscient que l'État... En France, on est toujours en train de rejeter, je suis désolé, c'est la minute politique, après, c'est à vous de parler. En France, on est toujours en train de dire, ouais, c'est l'État, ouais, mais arrêtons. À un moment donné, c'est nous, acteurs privés, prenons nos responsabilités. Une partie de la responsabilité, elle est sur nous. Si on est toujours en train de pleurer parce que les autres ne nous aident pas, on ne fait jamais rien. Moi, tout le monde m'a dit, t'es un grand malade. Mon père a commencé par lui. Il m'a dit, mais qu'est-ce que t'es en train de foutre? Pendant 30 ans, tu vas pas gagner 1 euro. Je lui ai dit, ouais, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de créer des choses qui n'existent pas. Là, c'est de gagner économiquement. La guerre, elle est trouver un business model qui est simple. C'est les entreprises s'installent, elles payent un loyer. Il se trouve que moi, c'était plutôt des belles entreprises qui avaient du fonds. Donc, elles peuvent payer un loyer. Le loyer paye le foncier. Et moi, je suis propriétaire du foncier parce que j'ai un projet sur les 100 prochaines années. Et après, ça me dépassera. Et je le donnerai... J'en sais rien ce qui se passera après moi, mais en tout cas, il faut qu'on ait des convictions. Voilà. Et donc, à nous, l'intérêt général, c'est tous ensemble. C'est pas que le public, c'est nous ensemble. Voilà. Posez-moi des questions. Merci beaucoup. Moi, j'avais une première question.
comment vous, l'expression est un peu triviale, mais comment vous chassez en meute, notamment à l'international? Alors, très bonne question. De manière assez naturelle, on nous a demandé de faire ce qu'on appelle un contractant général. En France, on n'a pas trop besoin parce que nos donneurs d'ordre, ils sont très à l'aise. Les architectes français ont l'habitude de travailler en corps d'espace Paris. C'est le milieu d'où je viens, moi, donc, comme je l'ai raconté tout à l'heure. En revanche, à l'international, on est plutôt une exception française parce qu'à l'international, on travaille sur un modèle de general contractor. C'est-à-dire que vous, en tant que particulier, par exemple, s'il y a des particuliers dans la salle, vous allez voir quelqu'un, vous avez un entrepreneur général qui va vous faire votre chantier. Et après, vous avez un architecte à côté et ça travaille main dans la main. Aux États-Unis, en Italie, dans d'autres modèles, c'est plutôt, vous allez voir un contractant général qui s'occupe de tout et c'est beaucoup plus ce modèle-là. Donc, j'ai fait, comme d'habitude, un ovni. Donc, c'est la seule entreprise qu'on a créée. Elle s'appelle Quadrige. Et donc, l'idée étant de dire, j'ai une offre multicanal qui vous dit, soit vous êtes un architecte et vous avez un besoin d'un pilote, ce qu'on appelle un pilote de chantier. Donc, vous avez besoin d'une entreprise qui vous aide à coordonner les corps d'état séparés. Ça, on sait faire. C'est un des jobs de Quadrige. Ou alors, vraiment, vous voulez une offre clé en main. Je me refuse juste de faire l'architecture parce que nous sommes entreprise, on n'est pas créatif. Donc, la seule porte fermée pour moi, et on ne souhaite pas y aller, on n'est pas architecte. C'est nos clients. Et on travaille main dans la main avec les archis. Mais il faut qu'il y ait une vision créatrice. Nous, on n'est pas créateurs. On n'est pas métier d'art au sens premier du terme. Donc, on a cette offre qui nous permet d'aller à l'international avec Quadrige, qui nous permet de vendre en fait toutes les entreprises. En revanche, on est transparent, contrairement aux entreprises générales françaises classiques type Bouygues, Vinci, Eiffage, qui eux vont être assez peu transparents, ou alors ils vont vous promettre beaucoup de choses et ça ne sera pas la réalité. Nous, on est transparent sur nos partenaires. Par exemple, nous, ce n'est pas un système fermé. Si un artisan comme Malville est trop cher pour un chantier, mais qu'il y a d'autres entreprises, par exemple Gazola qui va faire la maçonnerie, on est capable de proposer des collègues de travail. Donc en plus, moi, je m'inscris pas avec mes concurrents, je les vois comme des confrères avec qui on peut travailler. Ça, c'est quelque chose qui est dans notre ADN. Et donc le collectif, donc il y a d'un côté Quadrige, où je prends des marchés en tant qu'entreprise générale qui nous apporte des marchés. Le deuxième apporteur d'affaires, c'est vraiment ce collectif est incarné. Donc c'est des groupes de travail où on a des carnets d'adresses. Et donc on se partage nos carnets d'adresses en disant on s'envoie la balle. Donc le collectif de l'Orfèvrerie aujourd'hui va être incarné. Alors c'est encore balbutiant. Donc le collectif, on va l'annoncer officiellement en juin. On s'est déjà incarné au Salon du Patrimoine auquel tu étais venu, Marc, parce qu'on a fait une œuvre d'art collective. J'ai dit, si on y va, et on avait fait ça il y a quelques années avec quelqu'un dans la salle qui est ici présent, qui nous avait décidé un petit projet. On l'avait fait qu'à 3, parce que c'était à l'époque où j'étais pas encore incarné. Donc on l'avait fait Gazola, Malville, Briat, on n'était que 3. Et j'avais déjà proposé au Salon du Patrimoine 2019 une première ébauche de cette idée de travailler ensemble. On est allé un peu plus loin avec cette fois-ci incarné. Et l'idée, c'est de rester un collectif qui met en lumière la noblesse de la tradition. Et là, je reprends les mots de ma collègue tout à l'heure. Je crois énormément dans les métiers d'art, les métiers de la tradition. Il y a en fait les trésors d'ingénierie sont déjà existants en fait. Il n'y a pas besoin d'aller faire trop de R&D technique. En fait, nos anciens, ils ont fait des super trucs avant. Il faut juste aller les chercher. Il faut juste ouvrir les grimoires d'histoire de la construction et on trouvera 2-3 trucs sympas, notamment chez les bâtisseurs de cathédrale. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle ou des questions aussi dans la tribune? Oui, on vous apporte un micro. Merci beaucoup. Vous parlez de grimoire et d'aller chercher la compétence qui existe déjà. Je travaille dans la formation et je me pose la question justement cette question de la transmission des compétences. Comment vous la gérez, en collectif ou pas, mais comment vous formez les personnes qui seront certainement vos salariés demain? Excellente question, merci de la poser. J'ai une stratégie hyper claire là-dessus. En fait, nous, on a fait un programme à 10 ans et aujourd'hui, l'économie a pris le dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'installer et à part mes collègues à gauche qui savent à quel point c'est complexe, on ne se rend pas trop. Aujourd'hui, toutes les boîtes sont installées et on a l'impression que c'est normal. Mais ça a été un vrai tour de force. En revanche, clairement, moi, j'ai 38 ans aujourd'hui. La transmission, c'est un des premiers trucs que moi, j'ai mis en place chez Gazola. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un programme hyper simple, très... encore une fois, pragmatique, entrepreneurial. J'ai dit, il y a mes 10 chefs de chantier, ils ont 45 ans. C'est eux qui m'ont formé. Dans 10 ans, ils en ont 55. Dans 15 ans, ils sont à la retraite.
Et en plus, c'est des métiers qui usent énormément. Donc, clairement, à 58, 59 ans, on est vraiment fatigué. Et le premier truc que j'ai dit à mon père, il faut que je remplace les 10 meilleurs chefs de chantier de l'entreprise. Là, on est chez Gazola. Donc, j'ai mis un politique hyper pragmatique. J'ai dit un chef, un jeune. Il n'y avait pas de politique. En gros, je ne l'ai pas fait avec des campus. J'ai fait ça de manière très empirique, en fait. Comme beaucoup de choses que je fais, j'ai testé le modèle qui a hyper bien marché. Un jeune avec un chef. Aujourd'hui, j'ai la fierté de pouvoir dire, j'ai tous les gars qui ont 35, qui ont en gros mon âge aujourd'hui, donc entre 35 et 38 ans, j'ai 10 chefs formés, Michael, Tony, enfin j'en ai 10, je ne vais pas tous les citer, mais aujourd'hui ils sont là, c'est les meilleurs chefs de l'entreprise. Donc c'est un des trucs les plus importants pour moi. Il a fallu d'abord que donc, l'économie marche. Chez nous, si l'économie ne marche pas, bah, le reste ne suit pas. Mais en revanche, pour moi, l'économie, c'est au service d'une vision. Cette vision, chez Gazola, par exemple, c'est remettre en lumière la noblesse de la maçonnerie. Ça, c'est vraiment la vision qui nous porte. Et si je veux nourrir cette vision, si je suis rentable économiquement, c'est assez simple finalement. Si je sers bien mes clients, dans mon domaine, je fais du luxe. Si je sers bien mes clients, j'ai une rentabilité. À partir de là, on peut se poser des questions assez sympas du genre bah, comment on renouvelle, qu'est-ce que moi j'apporte à la société. Et ben à l'orfèvrerie, j'ai mis ces mêmes idées. Donc j'ai une idée qui n'est pas du tout formalisée. C'est une conviction qu'il faut qu'à 10 ans, on ait sur site une école. Il y a énormément de choses qui existent déjà, donc je ne vais pas aller avec mon petit ego dire « Ah ben moi j'ai la nouvelle école », ça ne sert à rien. En fait, aujourd'hui, il y a 3 initiatives magnifiques en France qui sont bien meilleures que la mienne. On a les compagnons. Ils vous ont fait... les compagnons, c'est le HEC du bâtiment, c'est juste qu'ils ne sont pas connus. Moi, franchement, si j'avais connu les compagnons, j'aurais fait les compagnons. J'étais un peu un cancre à l'école, donc j'ai beaucoup souffert du système scolaire français. C'était une catastrophe. J'ai redoublé 2 fois, enfin, c'était la grosse merde. Donc en fait, aujourd'hui, si c'était à refaire, j'aurais découvert les compagnons. J'ai pas eu la chance de voir les compagnons, mais en fait, il faudrait qu'ils soient connus. Donc les compagnons, c'est le HEC du bâtiment. Il faut juste faire des partenariats avec eux. Ensuite, il y a le campus de Versailles, qui est franchement une initiative géniale. Donc il faut juste... Moi, je suis en lien avec eux pour commencer à réfléchir et je ne vais pas inventer une école qui existe déjà. Il faut juste que je mette au service mon lieu comme une plateforme pour ce site. Et alors, la singularité de mon lieu, c'est que j'ai 10 métiers du bâtiment, de la rénovation au même endroit. Ça, en France, ça n'existe pas. Malgré mes collègues qui ont une super initiative, je fais la petite pub, ils n'ont pas ça, mais pas qu'ils ont quelque chose de mieux sur un autre domaine. Mais en revanche, je suis le seul endroit en France où un apprenti, on pourrait imaginer, en France, on vous dit, bah, vas-y, choisis ton métier avant que tu l'aies touché. Tu dois être ébéniste ou parquetteur avant que même tu n'aies touché la matière. Et bah, ça, je trouve ça dommage. Et chez moi, en fait, enfin chez nous, à l'orfèvrerie, bah, tu pourrais imaginer un parcours où pendant un an, tu touches à 10 métiers. Et à la fin, tu te dis, eh ben, c'est ce métier-là que j'ai envie de faire. Tu as la chance de pouvoir toucher à la matière. Et ben, ça, c'est une réflexion qu'on a en cours. J'ai dit aux compagnons, à qui je m'entends très bien, parce qu'on a pas mal de compagnons dans nos rangs, notamment dans les dirigeants, et on a pas mal de gens du campus des métiers d'art aussi. On est au GMH, qui est le groupement des monuments historiques. C'est des petites... donc moi, j'ai plutôt cette idée d'avoir une école sur site, mais elle est dans cette vague de dire, c'est une plateforme, donc il faut qu'on soit partenaire avec ce qui existe. Ça sert à rien de créer quelque chose de nouveau. Plutôt faisons des partenariats avec des gens qui ont déjà des très bonnes initiatives. En revanche, ma pierre à l'édifice, c'est vraiment de dire on a un lieu multiculturel où on pourrait toucher à tous les métiers. Et ça, c'est un truc magique qui n'existe pas ailleurs. Le deuxième pan très important de l'école, c'est qu'aujourd'hui, dans nos métiers de l'ingénierie, c'est très modèle ingénieur. Ça, c'est un autre sujet. J'ai rien contre les ingénieurs, je les aime beaucoup. J'en ai beaucoup parmi les salariés que j'ai, surtout ces Gazola, donc c'est des métiers de gros œuvres, de maçonnerie. En fait, aujourd'hui, c'est la formation reine. Et je pense qu'il faudrait un peu challenger ce modèle, parce que ça fait des gens géniaux, mais qui ne sont pas trop au service des ouvriers. Et ma petite minute communiste, c'est qu'en fait, c'est celui qui fait qui sait. Et souvent, l'ingénieur, il arrive avec un ego un peu, on lui a expliqué que c'est l'élite de la France et tout. Bah en fait, l'élite de la France, c'est les mecs qui savent comment faire une ouverture dans un mur porteur. Et je m'inspire du modèle anglo-saxon. Quand on est dans une école polytechnique au Canada, on est obligé de savoir faire le mur porteur. Bah moi, je mets au défi un seul ingénieur qui sort de l'école de faire une ouverture. Moi, je ne sais pas le faire. Hein. Mes gars, ils sont 3 fois meilleurs que moi. Et j'ai appris à le faire, mais je suis toujours aussi mauvais avec mes mains. Donc en vrai, j'ai honte parce que mes aïeux, ils étaient 3 fois plus forts. Un jour, je ferai le Tour de France avec les compagnons quand j'aurai plus rien à faire. Mais il faut respecter
l'ouvrier, parce que c'est lui qui fait qui c'est. Et c'est une deuxième... Alors, je parle de ce à quoi moi je suis confronté, hein, je suis très empirique, mais pareil, la formation d'ingénieur Rennes en France, dans les métiers du bâtiment, c'est un autre sujet. Et il faut un peu de concurrence là-dedans. Voilà les deux idées phares que j'ai sur la formation. Après, je peux en faire 8 heures dessus, donc encore une fois, j'espère que j'ai répondu à votre question. Une autre question. Bonjour et merci pour vos deux interventions. Donc Alain Nanos, je suis le président de l'outil en main. Donc on a été cité pour la Cité du Fer. Alors peut-être 3 observations. La première observation, je partage, même votre enthousiasme étant d'origine espagnole avec la même transmission sur le fer et sur la tradition et sur, je veux dire, j'ai écouté mes parents. Et je suis bien travaillé à l'école, et donc je suis devenu administrateur, et donc j'ai été bien loin de la main. Pourtant, par les bâtisseurs de Guédelon, je suis repassé à la main, et ensuite sur les questions de transmission, par hasard et par inadvertance, je suis devenu président de l'Union des outils en main. L'Union des outils en main, c'est le maillon manquant. C'est-à-dire, vous évoquez la transmission. Les associations de l'outil en main, c'est des chefs d'entreprise qui sont exactement sur ce que vous avez dit. Ils voient le risque des départs à la retraite, ils voient les problèmes de transmission et ils décident de s'engager. Aujourd'hui, on dirait que c'est de l'empowerment, c'est ça, de l'engagement citoyen pour faire du citoyen. Et donc, à partir de 9 ans ou d'1,20 m, les gamins sont dans l'apprentissage de l'intelligence de la main, quel que soit le métier des ateliers de l'outil en main. Et ils sont, et ça rejoint la Cité du Fer, ils sont dans la fabrique des choses. Ce n'est pas un artisan qui vient montrer comment on fait, c'est on teste son corps et on transmet quelque chose que vous avez fait en étant gamin avec vos parents. Et donc là, ils le font avec, dans des ateliers concrets, l'outil en main. Et donc ça renvoie aux compagnons, parce que nous, notre origine, c'est la maison de l'outil et de la pensée ouvrière, c'est à la fois Paul Feller et les compagnons. C'est-à-dire qu'en fait, l'expérience de l'outil en main, elle naît d'une expérience de rénovation du patrimoine avec les compagnons et la question de la pérennité de cette transmission, créer l'union des outils en main. Donc on est vraiment dans cette démarche-là. Et l'autre aspect important, c'est le faire. C'est-à-dire qu'en fait, le jeune prend conscience de son corps et de la règle qui va lui permettre la création. Et donc, ils sont accompagnés par des gens de métier retraités ou dans le mécénat de compétences pour faire. Et pour le faire, c'est-à-dire pour bâtir ce mur qui leur permettra demain de pouvoir concevoir les choses, mais en n'oubliant pas que par la fabrique des choses, comme dit Richard Sennett, ils comprennent le monde. Donc, l'écosystème, les circuits courts, etc. Ce qu'on apprend à Guédelon. Guédelon, ça n'a été jamais qu'une utopie bâtie sur quelque chose, aujourd'hui on dirait un écosystème. Moi je suis passé par Guédelon qui était l'outil en main des grands. Je veux dire, quand on était obligé de se défroquer, on avait nos galons, mais on arrivait, on prenait la tenue du manant, et puis on se confrontait à la réalité des métiers. Le gamin a l'outil en main à partir de 9 ans, c'est-à-dire un âge où il prend conscience de son corps, mais il n'est pas encore tourmenté par d'autres formes de désir. Il apprend la règle et la création. Et dans le sens qu'évoque Marc, parce qu'on est aussi très en lien avec cette dynamique, on est avec les lauréats de la Fondation Bettencourt, des artisans d'art, on est en train de créer le lien entre des gamins qui sont dans la création, 39 outils en main participent avec les lauréats de la Fondation Bettencourt à ce qui s'appelle un projet Petit et Grand Ensemble, c'est-à-dire sur des délaissés, sur de la céramique, sur de la faïence de Gien ou de la faïence de Nevers, il y a quelque chose de recréation, donc de renaissance. Et vous êtes exactement dans cette histoire-là. Je veux dire, la renaissance des métiers, la lisibilité des métiers, elle est là. La question que je souhaite partager avec vous, c'est, vous l'avez évoqué, monsieur le maire, aujourd'hui, les marchés publics et les règles de marché public, il faut respecter la règle. Et moi, je suis très attaché à ce respect de la règle. Mais en même temps, la commande publique, elle pourrait être une commande exemplaire. C'est-à-dire, comment derrière, effectivement, on favorise cela. Alors, c'est un vrai souci. Et puis, quand on est dans la transmission et dans l'école, comment on essaye de persuader l'école de ne pas être uniquement dans la monstration,
mais être effectivement dans la transmission, c'est-à-dire d'accepter le risque du corps à l'école et le risque de l'outil en main. Aujourd'hui, nous, on est un peu exclus des programmes de l'éducation nationale parce qu'on n'est pas dans le modèle qui est quand même rentable, faut se le dire, où on met un artisan, l'artisan vient faire sa démonstration. Non, nous, on a besoin de petits groupes, accompagner et prendre ce temps. Et ce temps, c'est pas l'éloge de la lenteur. C'est un investissement, monsieur le maire, que vous avez, vous, pris en ayant une vision, vous l'avez fort bien dit, en ayant une vision à long terme qui est un investissement. Or, l'un et l'autre, vous avez une rentabilité. La rentabilité que vous avez, monsieur le maire, si on la mesurait autrement, c'est-à-dire si on mesurait le coût de gamins et de vieux qui sont dans la transmission, le coût social et l'impact sur le tissu en développement, ça diminuerait et ça aboutirait probablement à l'équilibre. De la même manière, dans l'écosystème que vous évoquez, avec votre entreprise, et c'est combien d'emplois créés à Saint-Denis? C'est combien de gamins des quartiers qui vont avoir une perspective? Je veux dire, nous, on a fait l'expérience à Pantin avec les cités éducatives, on peut raconter, je veux dire. Et ça, ce serait peut-être quelque chose à porter avec vous, Marc, en disant peut-être dans les indicateurs d'évaluation des politiques publiques, juste bouger 1 ou 2 indicateurs. À un moment où on parle de raréfaction de l'argent public, etc., si on bouge un peu ces indicateurs, on s'aperçoit qu'on a effectivement un levier extraordinaire. Vous voulez répondre Mais d'abord, je voulais vous remercier pour votre intervention et je me retrouve dans beaucoup de choses que vous avez dites et confirmer qu'on ne se connaît pas avec Romain, mais que j'ai apprécié à la fois l'exposé, d'abord parce qu'il est aussi habité et passionné que nous pouvons l'avoir aussi nous, mais parce que vous avez effectivement été traversé par les mêmes réflexions qui ont été les nôtres. Et j'en suis d'autant plus admiratif que vous êtes un chef d'entreprise, un entrepreneur, et que vous avez souhaité aussi vous investir parce que vous raccrochez cela à une notion de territoire et bien évidemment à un projet qui derrière fait société. Ce que vous avez dit, pour reprendre qu'un aspect, parce que là aussi je me retrouve dans beaucoup ce que vous avez dit et ça m'a fait penser, et j'ai souri à plusieurs moments parce que je repensais à des réflexions qu'on avait parfois avec Monique, puis pour avoir le franc-parler aussi, même si parfois j'essaye d'être diplomate, parfois je dis on expérimente, puis on me disait mais si ça marche pas, je m'en fous, on y va quand même, et on verra après, et j'assumerai. C'est pas facile quand vous dites ça, et quand vous dites ça à des représentants de l'État, tout sympathique qu'ils soient, à un moment ils peuvent vous dire oui mais alors comment on fait? Je dis je prends ma part de risque. Et c'est ça qu'il faut savoir faire. Et il y a un propos dans l'actualité politique qui a été tenu par la présidente d'Éducation nationale qui dit qu'il faudrait que les enfants, dès l'âge de maternelle, puissent envisager leur parcours professionnel. C'est assez étrange de dire cela. Quand on sait en plus que l'Éducation nationale, comme vous l'avez dit monsieur, comme vous l'avez dit Romain, est tout à fait construite sur le fait qu'elle n'offre pas à voir les métiers qui existent. Et c'est pas faire insulte à l'éducation nationale de dire qu'il faut qu'elle soit plus ouverte sur le monde professionnel et qu'elle amène à découvrir des métiers. Je l'ai dit tout à l'heure peut-être de manière sarcastique et c'est passé peut-être un peu vite dans mon propos, mais moi je suis meurtri d'imaginer que des enfants puissent penser aujourd'hui que à l'aune des réseaux sociaux, influenceur est un métier qui l'emporte sur tous les autres parce qu'ils ne savent même pas ce que sont les autres métiers. On imagine aisément un enfant penser au métier qu'exerce son père, sa mère ou le réseau social qui gravite autour de la famille, ou parce que c'est vrai, la télévision a peut-être été aussi parfois vecteur de promotion des métiers. Mais vous l'avez dit, pour vous, qui étiez pourtant dans le bâtiment depuis 5 générations, vous ne saviez pas ce qu'étaient les compagnons du devoir. Mais moi pas plus quand je me suis engagé professionnellement parlant sur ma voie. Et je m'étonne effectivement qu'il y ait des métiers qui sont des métiers d'excellence, qu'on ne puisse pas aujourd'hui les faire découvrir. Alors quand j'ai dit tout à l'heure que ma volonté était de travailler à faire du collège, qui est réseau d'éducation prioritaire, finalement des similitudes avec Saint-Denis, je connais très bien ce territoire aussi, le métier découverte des métiers du faire. C'est ça, c'est de dire qu'effectivement, au-delà du stage d'observation qu'on offre au 3e, qui est d'ailleurs d'une complexité sans nom, parce que quand vous avez un réseau, eh ben, le stage, globalement, vous le faites dans l'entreprise de papa-maman ou des amis de papa-maman, puis quand vous n'en avez pas, eh ben, vous avez intérêt presque à être heureux que des maires vous ouvrent les portes des services municipaux, mais
services municipaux en tant que tels, ce ne sont pas tous les métiers qui existent, loin de l'air d'ailleurs. Et j'avais dit à Monique, je dis nous, il faut qu'on permette aussi cela et qu'on permette à découvrir ces métiers d'artisanat d'art. Et donc, à défaut de le faire aujourd'hui avec un collège, ma volonté, dans la structuration des politiques jeunesse sur mon territoire, l'offre de services, globalement, après le centre aéré, 11 ans jusqu'à 20 ans, n'existe pas. J'ai dit, je veux être cette commune qui met en place un centre de loisirs, parce que je vais l'appeler comme ça, uniquement pour des raisons de recherche de financement, je le dis clairement ici, pour pouvoir mettre un centre de loisirs dédié à la découverte des métiers d'art, qui permettent en fait à des jeunes de rencontrer des professionnels, d'où l'intérêt d'un partenariat avec l'outil en main m'intéresse, mais ça peut être un travail aussi à mener avec vous et d'autres aussi, parce qu'après tout, il ne faut pas non plus qu'on reste cloisonné sur le territoire lorrain, qui est d'amener ces jeunes entre 12 et 20 ans à découvrir des métiers, comme vous le dites, par une expérience de quelques jours où ils touchent à tout, où ils se confrontent à la fois leur esprit créatif, leur corps, leur capacité aussi. Et des tas de gamins, moi je m'émerveille, quand je vois des enfants découvrir ce que c'est que la céramique, découvrir ce que c'est que le travail de la matière et du cuir. Certains, c'est caricatural ce que je vais dire, mais c'est pourtant vrai, ils ne savent même pas d'où vient le cuir. Ils ne savent pas que c'est une peau de bête. Donc vous imaginez que c'est ce travail-là que nous faisons aujourd'hui. Et du coup, en faisant ça, ils comprennent mieux le monde et l'environnement dans lequel ils évoluent. Et donc, je crois qu'on a des portes à ouvrir ensemble dans la discussion qu'on vient d'avoir, parce que vous avez initié des choses, on en a initié aussi, on est sans réponse sur certaines, et l'envie d'aller plus loin encore. Et moi, je l'ai dit, et je suis très heureux que dans le dispositif École ouverte, pendant une semaine lors des vacances de printemps, plusieurs jeunes ont découvert les métiers d'artisanat d'art. Et déjà, ça fonctionne au sens où les enfants ont eu 3 jours pour s'inscrire. C'était du jamais vu, parce qu'en fait, le rectorat a attribué les financements 3 jours avant le démarrage, grosso modo. Et le deuxième jour, on avait plus d'inscrits qu'il ne fallait. Ce que l'équipe enseignante n'avait jamais vu. Voilà, et ils n'ont jamais été en retard. Jamais ils partaient à l'avance. Enfin, ils ont aidé à remettre tout le matériel dans les voitures, alors qu'on est sur un REP. Voilà. Nous, on sait que le rectorat, s'il investit beaucoup dans le lieu, c'est justement parce qu'ils ont bien conscience, et y compris dans des formations qualifiantes vers les métiers d'art, du manque d'ancrage, en fait. De la grande dichotomie entre les lieux de formation et la réalité des métiers. Et du coup, à un moment, le futur campus, il a été question qu'éventuellement il s'implante à la Cité du Fer pour lui donner cet ancrage-là. Pour des tas de raisons, ça ne va pas être le cas. Mais en tout cas, au quotidien, on travaille beaucoup là-dessus. Et pour nous avoir des éléments, y compris des éléments de bilan, on commence à travailler avec un laboratoire de sociologie du travail. On va rentrer en phase d'étude à partir de l'année prochaine pour voir comment des lieux comme nous produisent de nouvelles façons de penser le travail. Enfin, comment, en fait, de nouvelles façons de penser le travail. Je ne sais pas dans quel sens ça se passe, en fait. Comment de nouvelles façons de penser le travail ou de l'envisager produisent des lieux comme le nôtre et inversement. Et comment on peut qualifier cette plus-value qu'on est en train de créer, en fait. Parce que je pense que c'est ça aussi l'intérêt de l'innovation des structures comme les nôtres, il me semble. Alors, plusieurs choses. Déjà, je suis tout à fait d'accord sur la manière dont où tu disais tout à l'heure, je suis désolé, je tutoie tout le monde. Tu disais la création de valeur. Qu'est-ce que la valeur ? On parle de quoi ? On parle d'argent, et en fait, moi j'ai toujours dit, c'est drôle ce que tu dis, c'est pour moi la valeur, il y a 3 valeurs en gros. Dans le travail, je parle du cadre de travail, il y a pas par ordre de... Bon, forcément l'argent, je parle de par ordre de... Sans argent, aujourd'hui dans notre monde, on fait rien. Donc il y a la valeur financière, bon, c'est celle que tout le monde regarde aujourd'hui, acteurs privés surtout. Deuxième, c'est quelle valeur humaine on a créée, qui pour moi est la plus importante personnellement. Et troisième, c'est quelle valeur technique on a créée. En gros, est-ce qu'on fait évoluer son métier ? Est-ce qu'on fait évoluer l'humain ? Et est-ce qu'on fait évoluer le financier ? Sachant que, si je les reprends dans un autre ordre, en bas, il y a la base. Un bon maçon, la base, c'est l'argent. C'est le matériel. Sans argent, on fait rien. Dans notre monde,
il y a d'autres mondes, on peut rêver d'autres mondes, mais on n'est pas là pour ça ce soir. Donc l'argent, sans argent, on ne fait pas. En tout cas, dans mon monde à moi, sans argent, on ne fait pas. Deuxième, si je prends la superstructure, pour prendre des termes de maçon, donc à partir du moment où vous êtes hors fondation, donc fondation c'est l'argent. Deuxième, c'est le technique. Moi je mets la technique après l'humain. Il y a beaucoup de mes collègues qui mettent, les compagnons, ils mettent la technique au-dessus de l'humain. En gros, le rêve d'un compagnon, c'est de mourir dans son atelier. Ça, c'est pas mon rêve. Mais ça, c'est très important parce que les compagnons aussi ont des... Je taquine, hein, je suis caricatural. Mais j'aime bien si c'est pas drôle. Ensuite, non mais en revanche, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a quand même un idéal technique très fort et il prend le pas sur l'humain. J'adore les ateliers Saint-Jacques, pour ceux qui connaissent, mais parfois, ils sont un peu trop royalistes et c'est un peu le danger. Attention, Guédelon, c'est super. Moi, je connais l'initiative, elle est génialissime. Pour ceux qui ne connaissent pas Guédelon, parce que je pense qu'il faut tout petit peu préciser, ils ont fait un château, pour ceux qui ne connaissent pas, comme au Moyen-Âge. Donc en gros, le Moyen-Âge, c'était... moi, j'adore l'histoire, donc le château de Guédelon, c'est absolument génial. C'est comment on fait un château comme ils l'ont construit il y a 1000 ans. C'est-à-dire avec ce qu'il y a sous vos pieds, ou à moins de 10 km, sans engins mécaniques. Voilà, c'est juste précisé parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas le château de Guédelon. Ces initiatives, elles sont génialissimes parce qu'elles font évoluer. En revanche, la règle, elle est complexe parce qu'aujourd'hui, les jeunes générations, moi j'ai un enfant de 10 ans, mais je vois ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, ils ont du mal avec la règle. Et moi, j'ai pas eu de problème parce que mon père, la règle, il m'a expliqué à l'ancienne. Mais il y a une génération un peu intermédiaire aujourd'hui où, franchement, la règle, on peut pas l'expliquer comme avant. Je parle pas de la règle en elle-même parce qu'à un moment donné, c'est les mêmes corps. Je parle de la manière dont on doit présenter aux gens. Parce qu'effectivement, être influenceur, c'est un bordel parce que moi, je vois des gens, c'est des demeurés devant leur portable toute la journée, quoi. Enfin, désolé, mais c'est des gens de ma génération. Donc, on peut le dire. C'est un peu un sujet quand même sociétal un peu important que vous avez ouvert un peu tous. Notamment Monsieur le maire, j'ai bien aimé, ça me fait marrer parce que je me dis la même chose. Et donc, les initiatives, elles sont fondamentales. Deuxième question. Est-ce que c'est vous qui avez parlé à Raphaël Lebeau? Vous êtes en contact avec Raphaël Lebeau ou pas? Parce qu'en fait, je crois qu'il y a une initiative en cours entre vous et nous. Nous, on a pas mal de matos qui est plus utilisé. Et je crois qu'il y avait une initiative en cours entre nous, pour la petite histoire marrante. Donc je crois qu'on se parle déjà. Enfin, pas nous deux, mais à l'intérieur de Raphaël Lebeau. Et troisième sujet fondamental, c'est les stages. Et ben moi, je suis assez d'accord. Et là, je vais juste vous paraphraser. Nous, on avait le stage. Il y a le patron de Malville qui dit un stagiaire de 3e qui vient une semaine, franchement, ça sert à rien. Il perd juste son temps parce qu'au bout de 2 jours, il a fait le tour et il me sert à rien. Moi, il me fait perdre mon temps. Très pragmatique. Hein. Laurent Le Goupil à l'ancienne. Le mec qui sert à rien, on le dégage, quoi. Et un tout petit peu moins rêveur que moi. En revanche, je lui ai dit, écoute, est-ce qu'une journée c'est intéressant? Il dit oui, c'est intéressant. Est-ce qu'un jour et demi? Oui. Et je lui ai dit, écoute, c'est un peu plus compliqué à organiser, mais est-ce qu'on ferait pas avec tous les collectifs de leurs favoris? On se voit tous les 3 vendredis du mois. Est-ce qu'on peut pas, les stagiaires, si on les prend un peu organisés, leur faire le tour de leurs favoris? Parce qu'un jour, Laurent, il est ravi de les avoir. Pour le coup, il a quand même des convictions, on partage des convictions plus ou moins élevées. En revanche, 7 jours, on lui fait faire le tour de leurs favoris. Et là, on crée quelque chose de nouveau. Encore une fois, il y en a, et moi, je partage la même chose. Tous les jeunes qui viennent chez nous, pour le coup, il y a un axe qui marche. Tout le monde adore. Enfin, j'ai pas vu un seul, honnêtement, j'ai pas vu un seul jeune partir de la février en se disant c'était de la merde. Enfin, pas encore en tout cas. Moi je vais peut-être finir, mais peut-être en étant un peu provoquant. Je me retourne à la provocation. Dans ce milieu, comme dans tous les milieux, on finit toujours par les discussions généralement par que fait l'État et que fait l'éducation nationale. Ça fait 25 ans que je suis un agent public et quelque part j'en ai un peu ras la casquette parce que l'État fait énormément. On lui reproche même d'en faire trop. Et arriver à la conclusion que fait l'éducation nationale, on en est à un point où les enfants ne savent ni lire ni écrire. Donc penser qu'un enfant va être en éducation sur la gestualité, oui, mais il y a quand même des priorités avant. Alors tout ça pour dire que, et peut-être pour finir par une note positive, mais la société fait énormément en fait. Et depuis 10 ans, on a fait des bonds en avant énormes. L'association de l'ordre dans les mains, c'est génial. Et vous avez une part dans cette nouvelle éducation extraordinaire.
Nous, Manufacture Nationale, Comité Colbert, INMA, ex-INMA, on fait énormément. Alors, j'ai pas de chiffres en tête parce qu'on les a pas additionnés, mais en fait, tout ce que l'on fait sur l'initiation des jeunes au métier d'art, c'est colossal. Rien que nous, avec 3 agents du Mobilier National, on accueille 5000 enfants par an pour les initier au métier d'art. On a fait, avec le campus mode métier d'art design des Gobelins, on a fait entrer en matière au musée d'Orsay. C'est plusieurs milliers d'enfants qui sont passés en 4 jours. Que fait le campus Versailles avec des initiations? C'est plusieurs milliers par jour. Donc en fait, il y a énormément de choses et je crois que ce n'est pas que l'État qui doit le faire. Et là, je reviens tout à fait à ce que dit Romain. Il faut repenser la société française. On est tous acteurs du devenir du futur. Et encore une fois, c'est très bien de réagir sur que fait l'État, parce qu'en fait, c'est très français. En Italie, ils ne sont absolument pas là, et encore moins dans les pays anglo-saxons. C'est très bien. Mais en fait, il faut avoir tous conscience qu'on est tous acteurs, à un moment donné, du changement du monde. C'est pas simplement l'État. L'État ne pourra plus, franchement, on le sait, il ne pourra plus tout faire. Il doit être, là aussi, il faut avoir une conscience, c'est que l'État, il est sur une gestion de flux, et de flux importants. Il vit de nos impôts, il ne peut pas être que sur de la tension permanente. Donc en fait, tout ça pour dire que oui, vous avez raison, que fait l'État, que fait l'Éducation nationale, mais en fait, il fait énormément. Il investit énormément dans les campus, dans les manufactures, dans les aides différentes qui sont portées par les BPI, par les régions. Les régions sont extrêmement importantes, les municipalités. Et en fait, il n'y a pas d'études actuelles sur notamment la transformation. Alors, il y a un projet d'étude porté par l'ISFF sur la médiation portée aux enfants. Donc, on ne le sait pas encore, mais en fait, il y a beaucoup de choses. Et là aussi, quand on regarde le passé, c'est-à-dire, en gros, le renouveau des métiers d'art, c'est une dizaine d'années, mais regardez tout ce qui a été fait en 10 ans. Encore une fois, je ne dis pas qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais beaucoup de choses ont été faites. On est tous là à être, je pense que vous l'aurez ressenti, on est tous extrêmement passionnés. C'est un milieu passionnant parce qu'il n'y a quasiment que des passionnés. Ce n'est pas le cas de tous les secteurs d'activité. Ça, je pense qu'on pourrait témoigner. Et ça, c'est une chance énorme. Et tout ça pour dire que oui, il y a encore des défis, oui, il y a encore des manquements, ça c'est clair, il y a encore des dispositifs à inventer, des choses, mais il y a des acteurs particulièrement engagés. Voilà ma petite quart d'heure de provocation. Je ne sais pas si vous voulez rajouter, mais on va peut-être s'arrêter là. Merci en tout cas à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous.